Un A-player voudra bosser avec des A-players. Un B-player, par contre, voudra pas bosser avec des B-players. Voudra pas non plus bosser avec des A-players. Il va chercher des C-players et des D-players ensuite, des E-players. Pourquoi ? Parce que ils auront toujours... les profils médiocres vont chercher à trouver des profils encore plus médiocres pour pouvoir justifier non pas leur sous-performance, mais leur performance dans la médiocrité. Donne de la valeur. Il fait un Webby, il y a 6 slides. Pendant le Webby dure 30 minutes, ça bug, il se déconnecte, ça marche pas, il bégaye, il donne son offre au mauvais moment, il boit de l'eau dans une immense gourde, il se renverse la gourde sur lui, il a une énorme trace d'eau sur son t-shirt gris derrière, il panique, au bout de 30 minutes il fait l'offre, il répond pas aux questions, il quitte le webinaire, le mec il fait 110 000 cash encaissés. Tu te dis, waouh! C'est incroyable, il n'y a que dans le business en ligne qui peut faire ça avec zéro budget pub. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Alec Henry pour l'inauguration de ce nouveau format. Alec, bonjour. Salut. Alec, tu es coach, consultant, infopreneur, conférencier international. Tu es aussi l'auteur d'un best-seller, mais surtout l'initiateur du plus grand mouvement entrepreneurial francophone, entrepreneurs.com. Alors justement, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, pourquoi le nom entrepreneurs.com ? Est-ce que tu peux nous partager la petite anecdote de comment est-ce que tu es parvenu à acquérir ce nom de domaine ? Yes, déjà merci pour les présentations, merci pour l'invitation. Également, c'est un plaisir d'être ici. On va tâcher de faire en sorte que cet épisode délivre énormément de valeur. Alors, le nom de domaine entrepreneurs.com. Déjà, faut se plonger avant. Donc, depuis 2017, on accompagnait déjà des entrepreneurs. 2018, août 2018, je lance mon premier webinaire avec mon premier infoproduit qui s'appelait leconsultant.fr. Donc, j'avais créé ça en parallèle, au début, vraiment tout seul dans mon coin avec mon logo, mon truc, machin. Enfin, hop, je testais vraiment le marché parce que Amine, mon associé, du coup, lui s'occupait des clients agences et autres. Et tout de suite, ça a marché. J'avais commencé à créer une communauté en fait depuis un certain temps. Depuis maintenant, ça faisait quelques mois sur YouTube, Instagram un petit peu. Je fais mon premier lancement. Je vends alors que j'ai pas délivré encore la formation. Puis bref, le consultant devient justement le mouvement et le programme que ça a été. Ça a aidé des milliers de personnes, c'était chouette. Et là, après avoir fait des séminaires partout en France, devant des centaines puis des milliers de personnes, après avoir aidé des milliers de personnes, des centaines de témoignages, des événements qu'on a fait nous-mêmes, le livre qui a été best-seller, d'ailleurs, le 1er juin, mon deuxième livre sort, petite auto-promo que je me permets de le faire, j'ai hâte, eh bien, on a eu une réunion, on habitait à Londres, on habitait tous les trois à Londres, donc avec mon associé Amine, notre bras droit Jason et moi-même. Décembre 2019, je me souviens encore, fin d'année, réunion. Et là, on se dit, c'est cool d'aider les consultants, coachs, prestataires de services, vendeurs de formation, mais on mérite mieux. Parce que dans notre quotidien, ce qu'on aime, c'est aider tous les entrepreneurs. Et c'est ce qu'on faisait déjà finalement, notamment en consulting, parce que ceux qui étaient prêts à payer des consultings avec nous et qui avaient des problématiques plus avancées, c'était des vrais entrepreneurs dans l'âme. On se dit, il nous faut entrepreneurs.com. Sauf que là, tu te dis quoi ? Tu as le choix entre entrepreneur au singulier.com, entrepreneur au singulier.fr, entrepreneurs.com et entrepreneurs.fr. Du coup, face à ce panel de possibilités, on se rend compte de quoi ? Entrepreneur.com, donc au singulier, déjà utilisé. D'ailleurs, Dans ce même bâtiment, ils ont des bureaux. Ouais. Ensuite, entrepreneur au singulier.fr était la propriété d'un mec qui faisait des formations pour les VTC. On est rentré en contact avec lui. Il nous détestait parce qu'on était associés dans d'autres business avec ses concurrents qui l'avaient détruit sur le marché parce qu'ils étaient plus performants que lui. Donc, pour tout te dire, l'anecdote, c'est que c'est Amine qui gérait les négociations du nom de domaine. Donc, le nom de domaine entrepreneurs.com, si on l'a, c'est grâce à Amine, c'est pas grâce à moi. Quand il m'a raconté l'histoire de je vais au bureau à Paris rencontrer ce mec, il habitait à Londres, il avait pris l'Eurostar pour l'occasion, ça a failli en venir aux mains, c'est pour te dire. Donc carrément le mec était fou complet. Ensuite, entrepreneurs.fr est encore la propriété et n'est pas utilisée d'une maison d'édition en France. On est rentré en contact avec eux, mais ils étaient fermés à toute négociation. Et entrepreneurs.com, Amine trouve le propriétaire, un mec à Los Angeles, qui est un broker de nom de domaine. Ça faisait 23 ans qu'il le détenait. Au début, il nous donne un montant. Clairement, c'était un numéro de sécurité sociale. Donc, on se dit, on ne pourra jamais payer ce montant-là. Ça va être très compliqué. Et là, en fait, Amine a beaucoup d'audace. Tu vois, vraiment, il ose faire les choses. C'est un de ses traits de caractère parce qu'il a énormément confiance en lui, mais aussi et surtout, c'est pas de l'ego, c'est pas tout ça, c'est de l'intelligence pure. Il fait partie, voire il est la personne la plus brillante que j'ai été amené à connaître de toute mon existence.
Et du coup, il lui répond simplement, donc l'ingénierie sociale, ça le connaît, il lui répond simplement, mec, même ta femme, elle trouve ce prix aberrant, tu vois. Un truc comme ça, ou indécent. Et pas de réponse. 2 semaines se passent, pas de réponse. Et là, boum, une réponse. Et dit, mec, je sais pas qui t'es, mais t'as des couilles, j'ai jamais vu ça, vas-y, on peut commencer à négocier. Et là rentre une action de négociation jour et nuit quasiment. En tout cas, la journée on travaillait, la nuit il échangeait, il discutait avec lui. Et c'est pas juste une négociation qui se crée, c'est vraiment une relation. Et ça, c'est une des premières clés quand tu négocies à haut niveau des gros deals. Il n'est plus question d'argent, il est question d'émotion, il est question de relation, il est question d'individu. Et grâce à l'ingénierie sociale dont il a fait preuve et la relation qu'il a su mettre en place et tisser, on a pu diminuer considérablement le prix du nom de domaine. On a pu aussi mettre en place un deal qui fait qu'on détient à 100% le nom de domaine, sans royalties, sans quoi que ce soit, sans plan de paiement, parce qu'on avait aussi la capacité financière de se le permettre. Ça fait partie des noms de domaine, peut-être des 100 ou 500 noms de domaine les plus valorisés et chers au monde aujourd'hui en .com, parce que c'est un mot-clé simple qui veut dire la même chose dans toutes les langues, etc., qui n'avait aucun antécédent négatif au préalable, qui n'en a toujours aucun d'ailleurs. Et au bout de 3 mois de négociation, un jour on se balade, on adorait se balader à Londres le soir, il me dit, écoute, j'ai une bonne surprise, tu pourras voir... demain, c'est moi qui m'occupe des virements. Demain, faut que tu fasses un virement de temps parce que on va procéder demain soir au transfert du nom de domaine. Waouh! Donc ça, c'était vraiment excellent. Et donc après, mars, on communique. Avril, on lance officiellement, donc 2020. Avril 2020, on lance officiellement, pas loin de mon anniversaire. En plus, c'était une belle surprise. Donc le 4 avril exactement, je suis né au 18. Le premier programme entrepreneurs.com avec le SVDE, le sommet virtuel des entrepreneurs, qui a cartonné. Ensuite, on a fait ça toutes les semaines. Après, on a fait le film, etc. Donc voilà. J'espère que ça répond à ta question. Yes, carrément. C'était une sacrée aventure. Donc tu parles souvent d'Amine, je sais que tu as eu l'occasion de t'associer avec d'autres personnes en créant d'autres structures aussi. Selon toi, quels sont les secrets d'une collaboration réussite entre associés ? C'est quand 2 personnes se sentent parfaitement respectées et honorées dans le cadre de l'association. Tu vois, Amine, je parle d'Amine, mais on pourra parler des autres, mais Amine, c'est pas un associé, c'est pas un ami, c'est un frère. C'est vraiment... j'ai une demi-sœur, j'ai pas eu de frère dans ma vie. Lui, il a un frère et une sœur, mais je suis vraiment et ça peut paraître un peu présomptueux de dire ça, mais je suis vraiment le frère d'une autre mère à ses yeux, et il est mon frère d'une autre mère à mes yeux également. On a une confiance énorme. Malgré ça, beaucoup de gens feraient l'erreur de se dire t'es mon frère à la vie, à la mort, pour nous c'est 50-50. Non, c'est pas 50-50. Pourquoi c'est pas 50-50 ? Parce que dans certaines mesures, Amine apportait et apporte beaucoup plus de valeur dans certains deals et certaines associations que moi, que ce soit par son implication, par son temps, par son énergie, ses ressources, ses compétences, son intelligence, peu importe, sa capacité à résoudre des problèmes que je n'aurais pas pu résoudre ou vice-versa. Et dans d'autres deals, eh bien, j'ai pu avoir plus de rétribution financière, de pourcentage ou de choses comme ça, parce que vice-versa. Et c'est ça qui est important, c'est pas, comment dirais-je, c'est pas une question de parité, c'est une question d'équité, d'équilibre, tu vois, que tout le monde se sente bien. C'est déjà la première clé. Ça, c'est important. Et sur le long terme. Et tu vois, pas plus tard qu'il y a 2 heures, je reçois un message d'un client. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce qu'il ne faut pas non plus qu'il puisse, que certaines personnes puissent l'identifier, mais d'un client qui me dit, voilà, il y a de ça quelques mois en octobre, j'ai voulu m'associer avec un membre de ma famille. On allait faire 50-50 sur 2 entités, changer le statut de l'entreprise, etc. parce que ça faisait vraiment énormément de sens. Et ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, donc, c'est un client, du coup il applique ce que je lui dis d'appliquer, et le truc c'est qu'il a gagné beaucoup d'argent et sa boîte va faire des millions de bénéfices dans les 12 prochains mois. Et ça, c'est même pas une certitude, c'est écrit, et parce qu'on voit déjà les résultats. Et du coup il me dit, maintenant le problème c'est que je suis un peu gêné parce que je me suis engagé dans ça, mais la boîte ne vaut plus du tout le même prix, son implication n'est pas du tout la même, il n'y a quasiment pas d'implication. Et tu vois, pourquoi il y a ce problème ? Il y a ce problème parce qu'ils n'ont pas appliqué le premier point. C'est qu'ils ne se sont pas dit voici ce que tu apportes, voici ce que j'apporte, et donc on fait tant de pourcentage chacun. Ils sont juste dit, on est de la même famille, on avance ensemble, 50-50.
c'est pas durable. Ça marche jamais comme ça. À un moment donné, il y a des frictions, il y a des tensions, il y a des trucs. Même dans les plus belles amitiés, même quand il s'agit de membres de la famille, même quand il s'agit de père, de fils, de mère, il y a un moment donné, ça crée une friction, directe ou indirecte. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il ne faut pas que vous soyez les mêmes, dans les mêmes personnalités, les mêmes compétences, les mêmes trucs. Il faut vraiment qu'ils soient complémentaires. C'est-à-dire que je vois beaucoup de jeunes entrepreneurs. Donc, jeunes entrepreneurs, c'est en âge, mais c'est aussi en niveau, mais même en termes de résultats, certains plus avancés, qui vont faire par exemple des réunions à deux. Ils vont être associés, ils vont faire des réunions à deux. Mais je leur dis, mais les mecs, qu'est-ce que vous branlez? Pourquoi vous êtes à deux? Si vous êtes deux, c'est pour vous multiplier, c'est pour avoir 2 fois plus de temps, 2 fois plus d'impact. Pendant que toi, tu fais la réunion avec moi, pourquoi toi, tu n'es pas en train d'appliquer, tu n'es pas en train de faire ci, tu n'es pas en train de faire ça, tu n'es pas en train de faire une réunion avec un autre type? Et c'est ça qui est important. Donc, vraiment l'équilibre parfait et être juste. 2, le fait de se multiplier plutôt que de se diviser et vraiment être complémentaire. Et 3, avoir la même vision et tout anticiper, tout se dire. Il n'y a pas de non-dit. Une association, pour moi, c'est aussi puissant, voire plus puissant qu'un mariage. Et pourtant, je donne de l'importance à l'engagement du mariage, tu vois. Moi, je fais partie de ceux qui ont pour objectif et pour vision de me marier qu'une fois dans ma vie. Et c'est pour ça que je me dis, je ne comprends pas certains qui vont sur un coup de tête s'associer, ou même j'ai vu des trucs dans des séminaires, tu l'as peut-être déjà vu, tu sais, le mec au fond de la salle qui, quand on dit vous avez des questions, il y en a toujours un qui se lève et qui dit alors moi j'ai pas de questions, mais par contre je cherche un associé pour un super projet, si vous êtes dans ce cas, je suis au fond de la salle les gars. Mais non, c'est comme si tu dis, tu te lèves et tu dis ouais, alors moi j'ai pas baisé depuis 12 mois, par contre s'il y en a une qui est bien chaude là ici, voilà mon numéro, 06 machin, ça marchera jamais, tu vois, ça marchera jamais. Et c'est hyper important de le comprendre. Donc voilà pour répondre à ta question. Top. Et excuse-moi, je rajoute quelque chose. Tu as raison, je me suis associé avec beaucoup de gens. Des fois, ça s'est bien passé, des fois, ça s'est mal passé, des fois, ça s'est juste passé. On pourra rentrer plus en profondeur sur ces sujets parce qu'il y a énormément de choses. Comment tu gères quand ça se passe mal avec un associé? Alors, déjà, la première des choses, c'est pourquoi. Pourquoi ça se passe mal? En général, quand ça s'est mal passé, ça s'est jamais mal passé pour rien. Okay. Il y a une raison, tu vois. Soit le mec il a failli, soit j'ai failli. Je ne suis pas infaillible, on est tous humains. Failli à ma mission, failli à ma promesse, failli aux attentes peut-être qu'avait l'associé de moi ou de mon implication, et vice versa. Donc il y a déjà le pourquoi. Ensuite, une fois que tu as le pourquoi, tu as vraiment rentré dans le détail de comment on peut résoudre cette problématique et quels sont les compromis, quelles sont les conséquences. Et est-ce que ça a déjà été écrit, notamment dans le pacte d'associés? C'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire un pacte d'associés, faut mettre en place des statuts, machin, mais le pacte d'associés est extrêmement important. Où on sait qui fait quoi, pourquoi, qu'est-ce qu'il apporte exactement, quel temps, quelle énergie, Voilà, donc c'est vraiment ces notions. Et puis après, soit dans la communication, régler les choses à l'amiable, ou alors devoir aller plus loin, malheureusement, et nous, ça nous est arrivé, de devoir mettre en place des procédures ou autres. Où il y a ça, où il y a des fois, une fois j'ai eu le cas, un associé qui, aujourd'hui en plus, me casse du sucre dessus, et c'est vraiment dommage, parce que le mec, je lui en veux même pas. Fondamentalement, je lui en veux même pas. Mais il y a eu des négligences de sa part. Il y a eu des négligences de, je vais pas dire notre part, mais de la part de certaines parties qui étaient parties prenantes. Et finalement, on se retrouve dans une impasse où le mec a presque volé de l'argent à la structure, donc à nous, sans délivrer les clients où il le fallait, en tout cas correctement, en délivrant mais pas correctement. Tu rentres dans un conflit où tu as des gens qui mettent des œillères. Tu vois, qui mettent des œillères. Et tu vois, cette personne, c'est drôle parce que, et c'est un red flag que je peux partager, c'est que je me souviens encore un jour, on faisait un team building, on était 5 associés dans cette association. Et dans la voiture, cette personne nous dit « Ah les gars, vraiment trop cool, je vous kiffe. En tout cas, moi, si un jour il y a un problème où je dois sortir, je sais plus ce qu'il avait dit, mais si un jour il y a un problème où je dois sortir, je serai pas compliqué. Je serais pas compliqué comme associé. » Oh là 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 là. Là, red flag, ça a été la personne la plus compliquée à gérer. Au point même que de cette boîte, alors que j'avais mis un apport au compte courant, j'avais mis 20 000 euros, 10 000 euros de capital pour ma part sociale qui était valorisée à 50 000 dès l'ouverture du compte, alors que j'avais bossé 2 ans dans cette structure, alors que j'avais envoyé des dizaines, si ce n'est des centaines de clients, alors que j'avais lié mon image, etc., etc.
je suis sorti de la boîte avec 0 €. J'ai dit, qui veut mes parts? Qui veut mes parts entre vous? Tu veux mes parts? Ok, je signe. Envoie-moi l'email, on signe. Tu vois. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Tu pourrais même pas normalement le faire, mais je l'ai fait, j'ai forcé le truc pour que ce soit fait. Et pour que je me débarrasse de ce poids et de cette charge. Donc c'est pour te dire, des fois ça peut aussi se passer mal. Mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je m'en suis débarrassé? Parce que le poids d'avoir cette charge mentale et de garder ça était plus désavantageux que d'être léger et de me dire je continue à avancer sur ce qui fonctionne et ce qui marche pour moi tout simplement parce que c'était peine perdue. À partir du moment où tu commences à rentrer dans les conflits en général, c'est peine perdue. Et la preuve en est, là le truc il a continué à l'agonie pendant un certain temps, mais je pense que ça va s'arrêter ou en tout cas ça va plus valoir grand chose. Donc voilà comment tu gères globalement. Ok, top. Entrepreneurs.com, c'est plus de 30 collaborateurs réunis qui bossent tous les jours dans l'atteinte d'un même objectif. Ouais. J'ai envie qu'on se prenne un petit moment ensemble pour parler de recrutement et de management. Ouais. Et la première question que j'aimerais te poser, c'est comment tu t'y prends, toi, dès le départ, pour recruter des A-players? Moi, j'ai un cheat code. J'ai un cheat code que peu de gens peuvent avoir et ça peut paraître vraiment présomptueux, égocentrique. C'est que j'ai une image. J'ai une image, j'ai un prénom, j'ai un nom, j'ai une audience, j'ai des clients, j'ai un réseau. J'ai un réseau, ce petit appareil peut me faire recruter n'importe qui, n'importe quand dans les 15 prochaines minutes. Tu as besoin de n'importe quelle compétence, j'ai le contact qui va me trouver le talent, la compétence, le besoin, la prestation ou quoi ici. Et j'ai des gens qui me rémunèrent parfois très cher juste pour avoir accès à mon carnet contact. Un des leviers qui fonctionne le plus, ou en tout cas qui fonctionne très bien quand je close des consultings à plusieurs dizaines de milliers d'euros, c'est tu auras accès à mon réseau. Parce qu'ils savent que derrière, ils ont besoin de n'importe quelle compétence. J'ai un message à envoyer, un groupe WhatsApp à créer, un email à faire et je leur trouve un réseau. Même quand il s'agit de trouver des fois des sponsors, des partenaires pour financer des choses, je peux les trouver assez facilement. Donc c'est difficile pour moi aujourd'hui de te répondre car ma réalité n'est plus celle de n'importe quel individu. Maintenant, trouver des A-players à tous les coups, c'est pas simple. C'est pas simple et je peux te l'assurer parce que une personne qui saurait bien mieux que moi te répondre, c'est justement Amine qui, lui, aujourd'hui pour nous c'est plus facile, pour moi c'est plus facile, pour toutes les structures, c'est plus de 100 collaborateurs que j'ai sur 4 boîtes confondues dans lesquelles je suis au capital, dont 30 sur entrepreneurs.com, Numadeo c'est 45 personnes, d'autres structures, certaines que je cite, d'autres pas, où on est aussi 10, 15, 30 personnes. Donc voilà, aujourd'hui c'est comme ça. Mais au départ, on n'avait pas tout ça. Et donc, quand tu n'as pas la notoriété, quand tu n'as pas la visibilité, quand tu n'as pas tout ça, tu dois mettre en place des stratégies, chose qu'il a dû faire. Et ça passe par faire des... Par exemple, on a mis en place un truc, tu vois, j'en parle dans une de mes formations. On a mis en place une vidéo YouTube. Cette vidéo sera supprimée dans 48 heures. L'opportunité de ta vie, on recrute, machin, on cherche des ninjas. Donc, tu vois, on marketait même la façon dont tu vas recruter. Ensuite, on avait mis en place un Typeform une fois. Une autre fois, on avait mis en place un VideoAsk. VideoAsk, c'est une boîte rachetée par Typeform qui permet de faire la même chose mais avec des vidéos. Et donc, tu fais des vidéos et que les personnes peuvent faire des vidéos et des vocaux. Ça permet tout de suite de voir l'individu quand tu as des posts comme commercial, par exemple, où tu dois voir l'énergie, le feeling du mec ou de la nana. Et après, du coup, on avait dans ce Typeform, on avait extrait tout ça. On avait mis en place une macro avec un scoring direct de l'individu. On avait mis en place sur base de ce scoring des codes couleurs. De ces codes couleurs, ce qu'on pourrait dire, dans le commercial, je mettrais un setter qui triait les gens. Nous, on avait quelqu'un qui allait sélectionner les différentes personnes. Et après, on avait un process en 3 étapes d'appel, de présélection, de recrutement et de rencontre, d'interview. Donc, première étape. Deuxième étape, tu la passes, ok, très bien. Et la troisième étape, c'était le dernier call avec Amine et moi, ou avec Amine uniquement, ou avec moi uniquement, parce qu'on était dans cette optique de se multiplier encore une fois. Et voilà, et puis ensuite, le mec, il a tous les prérequis, mais tu dois le former, tu dois le formater, tu dois le connecter à tes valeurs d'entreprise, à ta vision. Alors justement, une fois que tu as recruté, que la phase de recrutement est passée, comment tu t'y prends pour onboarder et justement faire monter en compétence les jeunes talents que tu as recrutés? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a la confiance, c'est-à-dire rapidement responsabiliser les gens. On est dans une société d'assistés et il faut comprendre que le fait de responsabiliser les gens, même des fois trop les responsabiliser, c'est une bonne chose. Maintenant, la confiance n'exclut pas le contrôle. Ça veut dire que tu ne peux pas lui dire « fais ça, 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 ça ».
tu dors les yeux fermés, tu dis oh, c'est bon, c'est fait. Moi, 100% de quasi toutes les tâches, elles sont contrôlées, elles sont vérifiées, soit par moi, soit par d'autres personnes. Attention à pas tomber non plus dans le micromanagement, même si au départ, tu dois quand même en faire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est moi, c'est pas forcément le meilleur des conseils et ça marche avec les collaborateurs salariés, ça marche avec les collaborateurs prestataires. C'est deux approches différentes, hein. Mais faut le faire dans une certaine mesure selon les personnalités. Pousser les gens dans leurs limites. Moi, j'ai par exemple, j'ai des gens avec qui je travaille. Je sais pas quand on va sortir cette interview, il va peut-être l'écouter. Mais tu vois, mon bras droit actuel sur entrepreneurs.com, c'est quelqu'un qui a dans sa carrière passée, dans sa vie, qui a une capacité à supporter le stress hors norme, plus que la moyenne. Pourtant, j'arrive à le pousser à un point où c'est difficile. Et j'en ai pleinement conscience. Et même quand des gens autour de moi dans l'équipe s'inquiètent, je dis, je sais, tout est sous contrôle. Ça fait partie du truc. Parce qu'il en a besoin pour progresser et j'en ai besoin pour le connaître. Et le moment où je vois que la cocotte minute, elle est en train vraiment de siffler, là, c'est le moment de décompresser le truc et puis tu connais la limite. Il connaît sa limite, tu connais sa limite et on va pouvoir avancer. Parce que si on parle de A-player, il ne faut pas juste que la personne soit engagée, il ne faut pas juste que la personne soit compétente, il ne faut pas juste que la personne soit performante, mais il faut vraiment qu'elle soit exploitée, entre guillemets, et ce n'est pas un terme péjoratif, pour la plupart des gens ce serait péjoratif, pour moi ça ne l'est pas du tout, à sa juste valeur. Et qu'au même titre que toi, en tant qu'entrepreneur, tu vas chercher à être mobilisé sur des tâches à haute valeur ajoutée, des tâches à 100 € de l'heure, 1000 € de l'heure, 10 000 € de l'heure, des vraies tâches qui font la différence, tes collaborateurs c'est pareil, parce que ça fait un effet multiplicatif. Donc c'est pour ça que moi ça passerait par ces 3 points. Et tu vois, récemment, on était sur un consulting avec un client et le gars était un petit peu déçu des performances globales de son équipe. Ok, tu peux être déçu, mais on lui dit qu'est-ce que tu mets en place depuis ces 2 dernières années pour que tes équipes soient plus performantes? C'est quand la dernière fois que tu les as formées? Ah, ça faisait longtemps. 2 ans, 1 an et demi, 1 an, etc. C'est quand la dernière fois que tu as fait des points concrets avec eux? C'est quand la dernière fois que tu as partagé la vision et les valeurs de ton entreprise? C'est quand la dernière fois que tu leur as posé des ultimatums d'objectifs? C'est quand la dernière fois que tu leur as proposé un vrai incentive qui fait du sens par rapport à eux pour leur donner plus par rapport aux résultats qu'ils vont faire? Ah ouais, ça fait pas mal de choses qu'en fait je pourrais mettre. C'est quand la dernière fois que tu as vraiment pensé à des process qui leur facilitent considérablement leur quotidien, leur vie, pour qu'ils ne se concentrent que sur des vraies tâches à valeur ajoutée qui les exploitent à leur plein potentiel. Et que tout le reste, on l'élimine, on le supprime et on leur met des personnes qui sont payées moins cher, certes, qui ont des compétences moindres peut-être, qui elles, à leur niveau, vont être justement mettre en place des choses qui ont de la valeur parce qu'elles vont se sentir utiles à la société parce qu'elles vont aider une personne qui apporte encore plus de valeur à la société. Et là, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne comprennent pas ça et qui juste vont recruter et qui ne vont pas suivre en fait, qui vont pas, tu vois, et il y en a qui se disent ah non, moi je veux pas d'équipe, je veux que des prestats, des freelances, des ça, des ci, parce qu'ils ont peur et pensent qu'ils vont devoir travailler plus. Pas du tout. Pas du tout, c'est une fausse croyance. Je travaille pas plus qu'avant, je travaille mieux qu'avant, je travaille plus intelligemment qu'avant. Et je sais que là, je suis là, je sors l'interview, en ce moment même, on sort aussi un épisode du Déclic sur ma chaîne. Il y a une personne qui s'occupe de la mise en diffusion sur ci, il y en a d'autres qui s'occupent d'un podcast, d'un montage sur l'autre, il y en a d'autres qui sont en train de faire des calls, il y en a d'autres qui font ci, qui font ça. Je serais incapable de faire tout ça, tu vois. Et ça me prend aucun temps, même pas pour les superviser ou 2-3 heures dans la semaine, tu vois, c'est tout. Tout a été géré et structuré de façon à ce que ça se passe sans moi. Et ça se passe bien sans moi parce que les process ont déjà été mis en place dans le passé. Donc, je pense que c'est une question de croyance surtout. Et un autre point important, pour revenir sur le A-player, si tu n'es pas un A-player toi-même, tu n'attireras pas des A-players. Si tu es un mouton, tu n'attireras pas des lions. Et ça, il faut l'accepter. Si tu es une chèvre, tu attireras des chèvres. Et si tu recrutes une chèvre pour démarrer, il ne va pas manager, il ne va pas gérer une chèvre et attirer autre chose qu'une chèvre. Et ça, c'est la réalité. Un A-player voudra bosser avec des A-players. Un B-player, par contre, ne voudra pas bosser avec des B-players. Il ne voudra pas non plus bosser avec des A-players. Il va chercher des C-players et des D-players ensuite, des E-players. Pourquoi ? Parce que ils auront toujours... les profils médiocres vont chercher à trouver des profils encore plus médiocres pour pouvoir justifier non pas leur sous-performance,
mais leur performance dans la médiocrité, pour se satisfaire du nécessaire et pour se rassurer. Alors que les profils performants, les A-players réellement, eux, eh ben, ils vont vouloir être entourés d'autres personnes comme ça pour se tirer vers le haut mutuellement et aller chercher encore plus de performance, encore plus de challenge. Et ça, c'est vraiment le b.a.-ba, une clé. J'ai rien inventé, hein. C'est des trucs, des concepts que tu trouves dans des livres, c'est des concepts que tu retrouves dans même certaines vidéos aujourd'hui, et c'est la base. Ok. Justement, puisqu'on parlait de valeur des employés, des collaborateurs, comment tu détermines toi aujourd'hui le bon niveau de rémunération pour tes collaborateurs? Est-ce que tu te bases sur le marché, sur leur expérience, sur leurs skills? Sur quoi est-ce que tu te bases? Je me base pas forcément sur le marché, non. Je me base pas non plus sur leur expérience, parce que j'ai des gens qui ont 20 ans qui sont plus payés que d'autres qui en ont 40. Je me base pas non plus sur leur sexe. Tu vois, moi, je trouve un truc qui est aberrant. Pourquoi aujourd'hui, en 2023, une femme avec des compétences similaires que quiconque, qu'un homme, serait moins payée? Ça ne fait aucun sens. Pourquoi? Donc moi, tu vois, dans mes structures, que tu sois une femme, que tu sois un homme, que tu sois vieux, que tu sois jeune, peu importe, à partir du moment où tu as les compétences et que tu apportes de la valeur à la société, tu es sur le même pied d'égalité. Que ce soit pour ton fixe, que ce soit pour tes primes, que ce soit pour tes avantages. Et ça, c'est important, tu vois. Donc, pour répondre à ta question, je me base effectivement sur la valeur qu'ils apportent à la société. Donc, c'est vraiment comme ça que je fonctionne, moi. Hein. C'est... Ok, et c'est pas uniquement retour sur investissement, parce que tu as aussi la valeur indirecte qu'ils vont apporter. Tu as des postes essentiels. Tu vois, je te donne un exemple concret. La personne du support client ou qui va être Customer Care ou le Head of Client Success, il fait pas de vente, tu vois, directement. Mais grâce à son travail, on aura de la recommandation, on aura de la satisfaction, on aura des témoignages, on va durer dans le temps. La personne du support, grâce à son travail, la satisfaction, on aura plus d'avis sur Trustpilot qualifiés. On aura des gens qui vont dire « Ah ouais, entrepreneurs.com, vraiment ils sont solides, ils sont sérieux, en moins de 24 heures j'ai ma réponse, tout est clair, pam, nickel, ils tiennent les registres à jour, etc. Non, franchement... top, je recommande. Et tu vois, c'est un ensemble. Et moi, je vois la chose, il n'y a pas d'hierarchie chez nous. On est une équipe. On est une équipe, on mise sur la même... on a un seul objectif, c'est gagner la coupe, gagner la ligue. Et j'avais une discussion justement avec un proche qui est très investi dans l'équipe, qui est même incentivé aux performances de la société et qui est extrêmement exigeant avec lui-même. Au point que ça le rend fou quand il voit des gens autour de lui qui ne sont pas aussi exigeants avec eux-mêmes et qui travaillent pas autant que lui. Et je lui ai dit, écoute, toi, si on était en NBA, tu es sur le terrain, t'es mon Jordan, t'es celui qui va marquer des points, qui va lancer les paniers, qui va être là avant tout le monde à l'entraînement, qui va être là après, qui va partir après tout le monde à l'entraînement. Et grâce à des mecs comme toi, on va gagner la coupe. Mais la personne que tu es en train de me décrire ici, elle n'est pas sur le terrain. C'est peut-être la personne qui va, je sais pas moi... emmener les bouteilles d'eau. Emmener les bouteilles d'eau, faire une collecte pour te payer des nouveaux équipements pour la saison prochaine, qui va faire les sponsoring et les trucs comme ça. T'as pas besoin d'elle pour gagner la coupe concrètement maintenant tout de suite quand tu es sur le terrain et que tu dois performer. Par contre, sans elle, il n'y a pas d'équipe. Sans elle, t'as pas le budget. Sans elle, il n'y a personne qui est là dans les gradins pour te supporter. Sans elle, tu joues torse nu, à pieds nus, tu vois. Et c'est ça qu'il faut comprendre. On est une équipe et tu peux pas exiger la même chose de Jordan que la personne qui ramène les bouteilles d'eau en termes d'implication. Par contre, tous les deux sont essentiels. Tous les deux doivent être respectés et tous les deux doivent être reconnus à leur juste valeur. Et c'est important ça dans la vie d'un entrepreneur, tu vois, de comprendre ce truc. Et moi, j'ai mis du temps à le comprendre. C'est que, de par le fait que je suis extrêmement exigeant avec moi-même, mais vraiment d'une façon dont peu de gens le sont autant que moi, tu vois. Je sais même pas comment l'exprimer pour te dire, tu vois. mais du coup, tu vois, j'ai eu tendance à un certain moment de ma vie de l'être énormément avec les autres, au point où j'étais abominable, vraiment. J'étais plus humain, j'étais pas quelqu'un d'agréable. T'aurais pas voulu m'avoir ni dans tes amis, ni dans ton équipe, crois-moi. Alors certains qui ont un caractère fort l'ont très bien pris et m'ont dit merci, tu m'as fait grandir. D'autres l'ont très mal pris et j'ai dû changer parce que ça m'a causé du tort, j'ai perdu des gens, j'ai perdu des amis, etc. Et heureusement
Heureusement, parce que ça m'a permis de prendre conscience de certaines choses, puis en plus, ça a fait un tri sélectif, et c'est nickel. Mais aujourd'hui, j'ai grandi par rapport à ça et j'ai pris conscience de ça. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai la capacité de le transmettre. Ça ne m'est pas tombé du ciel. J'ai fait beaucoup d'erreurs et moi, j'ai appris sur le terrain. Je n'ai pas suivi de formation, je n'ai pas eu de coach, consultant. Je ne suis pas un grand lecteur, je n'ai pas lu de livres extraordinaires. Chaque mastermind dans lesquels j'ai participé, j'y allais pour le réseau, pour choper du client, pas pour avoir des compétences ou autre. Et je ne me cache pas de ça. Je l'ai dit à tous les organisateurs de mastermind en francophonie. Donc voilà, c'est comme ça, ouais. Ok, top. Au niveau de au niveau de la maîtrise de la chaîne des valeurs, Ouais. est-ce que tu penses qu'il vaut mieux internaliser les ressources ou les externaliser? Est-ce qu'il vaut mieux faire appel à des collaborateurs qui sont en full-time avec toi? Ou est-ce qu'il faut plutôt déléguer à des freelances, par exemple, ou à des prestataires? C'est quoi ta position là-dessus? Ça dépend vraiment de ta vision, ta philosophie, le type d'entreprise. Tu veux valoriser ou pas ta boîte? Tu veux revendre un jour ta boîte ou pas? T'es où? T'es en France? T'es à Dubaï? Ça dépend de beaucoup de variables. C'est impossible de te faire une réponse universelle à cette question parce que ça dépend d'énormément de choses. Tu vois, si tu es en mode full remote, business en ligne, liberté digitale à 200%, que tu es expatrié, que tu as mis en place un schéma qui te permet d'avoir des prestataires un petit peu partout dans le monde, qu'eux-mêmes sont un petit peu partout dans le monde, qu'ils ont aussi 2-3 clients à côté, parce que attention, la requalification salariale, ça peut coûter cher pour les Français qui nous écoutent. Donc, il y a toutes ces variables à prendre en compte, mais il y a des postes, à mon sens, que tu dois internaliser. Toi, typiquement, ça ne me viendrait pas à l'idée que je dis une bêtise, mais mon head of sales, Ouais. il soit aussi le head of sales et en même temps closer à gauche à droite. Donc, si c'est le cas, ça serait inquiétant parce que ça voudrait dire que je ne suis pas en capacité de lui donner assez de ressources, leads, etc., machin, call, pour qu'il puisse gagner assez bien sa vie pour être full-time avec moi. Et je veux que ce mec, il soit full-time avec moi, full focus sur la croissance d'entreprise. Quitte à lui filer un fixe, plus un variable sur ses performances, plus un variable sur la performance globale, parce que son but, c'est de ramener du cash à la société. Pareil pour un, je sais pas moi, head of product, head of client success, des choses comme ça, tu vois, c'est clair. Et quand tu vas venir à structurer ta boîte, bah, tu vas passer d'un modèle où tu as des prestats, où tu as des CDI, et ou même, tu as des intrapreneurs à un certain moment. Tu vois, pour moi, un intrapreneur, c'est encore plus de valeur qu'un prestat ou qu'un CDI. Parce que le mec, il est incentive, il est dans ta boîte comme si c'était sa propre boîte. Et ça, je pense qu'il faut vraiment le mettre en évidence et l'exploiter davantage. Beaucoup d'entrepreneurs ne l'exploitent pas. Ok, tu parlais tout à l'heure d'exploitation des employés, que tu faisais pousser certains collaborateurs dans leur retranchement. Ouais. Comment est-ce que tu arrives à fidéliser tes employés et créer une vraie culture d'entreprise? J'ai aussi un cheat code pour ça, tu vois, c'est que c'est la réalité. Des gens ont avantage à bosser avec moi. Tu vois, demain, tes prestats, tu fais, je sais pas, c'est un exemple parce que j'en reçois 25 par semaine, des candidatures comme ça. Tu lances ton agence contenu short sur les réseaux sociaux. Tu bosses avec moi, tu me mets sur ta page de vente. Donc, je dis moi, mais n'importe quelle personnalité connue du business en ligne, hein, ce serait pareil pour plein d'autres. Tu me mets sur ta page, tu dis je bosse avec Alec Henry, je gère ces trucs. Les gens, ils voient mes stats, ils voient mes abonnés, ils voient mes trucs. Ah, ok, ouais, c'est qualitatif, top, ok, on bosse ensemble, tu vois. Donc, il y a un vrai avantage, c'est en ma faveur. Ça me permet de fidéliser, d'avoir d'excellents profils, d'avoir des gens qui veulent tout donner pour me satisfaire, pour être performant, parce que c'est aussi leur carte de visite. Parce que naturellement, quand tu vas dire, bah, regarde, je bosse avec lui, si le mec n'est pas content et qu'il a des mauvaises perfs, ça fait l'effet inverse. Donc tu te dois de faire le maximum. Donc ça, c'est pour la partie presta. Maintenant, pour la partie collaborateur. Déjà, je passe au moins autant de temps à recruter les personnes qu'à les former et qu'à m'assurer qu'ils soient au bon endroit dans l'entreprise et qu'ils soient heureux de faire ce qu'ils font dans l'entreprise. Parce que pour moi, un collaborateur qui est satisfait et qui kiffe ce qu'il fait et qui grandit au quotidien reste auprès de toi. Je te donne un exemple également par rapport à ça. Donc, ce n'est pas par rapport à entrepreneurs.com, c'est par rapport à Numadeo. Moi, toutes les semaines, je fais des réunions avec Numadeo, des réunions stratégiques, et ce depuis la création de la société, sur les chiffres, le nombre de clients entrants, le nombre de clients sortants, les équipes, comment ça fonctionne, etc. Voilà. Et récemment, on a un de nos plus gros clients historiques, qui en plus est une personne assez connue, avec qui on s'entend super bien. Moi, c'est un ami personnel à moi. Voilà. Fondamentalement, ça se passe bien, mais
à un moment donné, pour X ou Y raison, et je peux tout à fait comprendre, il voulait internaliser. Donc jusqu'à là, ne plus vouloir passer par un prestat et internaliser, j'y vois aucun inconvénient. Par contre, de par le fait qu'on faisait du bon travail, qu'est-ce qu'il fait, raccourci? Il prend 2 des monteurs avec qui il travaille depuis un certain temps, il fait un call ou il fait un message et il leur dit « Je ne sais pas forcément combien vous êtes payé avec Numadeo, mais je suis prêt à vous payer 2 fois, voire 3 fois plus si vous travaillez qu'avec moi. » Là, tu te dis « Bon, c'est pas forcément des plus sympas. » Résultat des courses, qu'est-ce qui s'est passé selon toi? Les 2 monteurs, ils ont instantanément contacté Cédric, le CEO de Numadeo, et Hugo, le COO, et il leur a dit « Écoute, on doit te parler d'un truc, il faut qu'on fasse un call urgemment. » Voilà, on a eu cette offre. Pour nous, il est hors de question que l'on accepte cette offre, et il est même hors de question, je pense, qu'on continue de travailler avec ce client, car ça va à l'encontre des valeurs de l'entreprise, et on ne peut pas prendre le risque que ce client vienne essayer de prendre nos talents. Tu vois, et quand tu en arrives à là, et que tu as réussi à mettre en place une culture d'entreprise telle que ça fonctionne, et là, attention, petite parenthèse, je ne veux pas m'attribuer les mérites de la culture d'entreprise du Numadeo parce que c'est Cédric de Saint-Jean qui a mis en place cette culture d'entreprise et qui l'a fait avec brio. C'est aussi une fierté parce que on l'a accompagné dans le fait de grandir et de pouvoir être et devenir la personne et l'entrepreneur qu'il est aujourd'hui en partie, même s'il l'est devenu en grande partie grâce à lui et son travail. Mais tu vois, c'est un exemple. Et la culture d'entreprise qu'on a mis en place dans Numadeo, elle est sensiblement la même que celle qu'on a mis en place dans entrepreneurs.com et dans d'autres structures. Donc tu vois, quand on arrive là, je pense que tu peux te dire « cool, on a réussi quelque chose là, tu vois ». Et c'est ça l'objectif. Et mon objectif, c'est ça, c'est que les gens ne soient pas là uniquement pour l'argent. Ouais, c'est un moteur. C'est un moteur. Ouais, c'est un moteur, c'est important. Et c'est capital, justement, que la personne, elle se dise « Ok, je suis sereine financièrement grâce à ça. » Mais tu vois, moi, par exemple, j'ai des pôles au sein de l'entreprise où, à certains moments de l'entreprise ou même en rythme de croisière de l'entreprise, je sais que ce sont des talents que je dois garder, mais que je ne peux pas me permettre, tout simplement par logique économique, de payer plus que ce que je peux leur proposer là. Mais du coup, qu'est-ce que je fais? Je mets en place un deal où je leur dis pas de souci. On fait ça parce que ça te prend que par exemple 10 heures par semaine, mais on a envie de toi dans l'entreprise parce que tu apportes énormément de valeur par rapport à ça. Et en parallèle, on trouve un deal dans lequel tu peux t'épanouir à côté, tu crées ta propre activité, je peux même t'envoyer des clients, on trouve un deal d'apporteur d'affaires, je te recommande, ou dès que j'en ai l'opportunité, je fais ci, je fais ça, etc. Et c'est quelque chose qui marche. Et typiquement, tu vois, j'avais une discussion avec, je vais taire son nom, je ne sais pas si elle veut que ce soit public, mais c'est une personne qui fonctionne énormément, qui est très reconnue dans son domaine, avec qui j'ai bossé en tant que presta. C'était une presta pour moi pendant des années. Dès que je peux, je la recommande. Elle a même une liste d'attente, c'est pour te dire. Là aussi, elle a inclus une vraie culture d'entreprise. Elle a vraiment des pépites, des talents dans son équipe. Elle ne gagne pas énormément d'argent. Tu vois, elle ne fait pas 200 000 euros par mois de chiffre d'affaires, 100 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Je ne sais pas combien elle fait, mais c'est quelques dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois. Et donc peut-être dans sa poche. Et je suis extrêmement heureux pour elle, c'est génial. Parce qu'elle kiffe ce qu'elle fait. Et c'est une personne passionnée. Elle doit peut-être gagner, je ne sais pas moi, entre 5 et 20 000 euros par mois de marge dans sa poche. Donc avec ça, tu ne peux pas payer des gens 5 000, 10 000 quand tu as 10 personnes qui bossent avec toi. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle les paye un certain montant, peut-être moins cher que ce que certains pourraient leur proposer, à talent et apport de valeur et compétences similaires, mais dès que justement, parce qu'elle a une grosse liste d'attente et elle a beaucoup de gens qui veulent travailler avec elle, dès qu'elle peut, hop, elle les envoie en direct travailler avec elle, tu vois, okay. Avec lui, avec elle, si c'est un homme, si c'est une femme, peu importe. Et du coup, ça c'est aussi intéressant parce que du coup, tu gardes tes talents comme ça. Donc ça, c'est plus la version infopreneur, solopreneur, freelance, prestataire. Là, ce que je te parlais avant, c'est la version plus structurée, entreprise, CDI, intrapreneur, etc. Donc ouais, voilà, j'espère que ça répond à ta question. Yes, totalement. Quelles sont les choses que tu ne souhaites pas déléguer pour l'instant? Et selon toi, quel est le vrai rôle d'un CEO? C'est difficile de... Alors déjà, question 1. Les seules choses que je délègue pas, c'est ce qu'on est en train de faire là. Tu vois, je pourrais pas mettre quelqu'un d'autre sur la chaise. C'est impossible. Peut-être que plus tard avec l'IA on pourra, tiens, ce serait cool, en tout cas en audio, je sais pas, mais bon, après j'ai du plaisir quand même à être là, tu vois, donc ça m'embêterait honnêtement, mais ouais, les seules choses que je fais moi, c'est celles que je ne peux faire que moi, ni plus ni moins, sauf quand je suis en train de relancer un projet où je veux maîtriser la chaîne de valeur, je veux
mettre les mains dans le cambouis, je veux comprendre, je veux, quitte à micromanager, je veux superviser, je veux, comme on dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Tu sais, moi, je fais partie de ces gens où d'un coup, je peux me lever la nuit, à minuit, 1h, 2h du matin, sortir du lit alors que j'allais dormir. Une fois, ma copine, elle hallucine, et je vais dormir, tout est éteint depuis 2 heures. D'un coup, oh, j'ai un truc, j'ai une idée, il faut que je retourne au bureau, je commence à bosser, et voilà. Et ou par exemple, mon cerveau va se réveiller, tu vois, à 5h du mat, en pleine forme, et je démarre ma journée. Et en fait, donc, tu as des moments où, ouais, limite, je sais plus quoi faire. Pas tout est délégué. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets en place des process, je réfléchis, j'améliore, etc. Et c'est ça le job d'un CEO. C'est redevenir le visionnaire que tu as été lorsque tu as démarré ton entreprise. Et ensuite, tu l'as perdu progressivement ce truc parce que tu étais dans l'opérationnel, tu étais trop dans ton business. Puis après, boum, tu mets en place des process et des process, des personnes, des équipes, des automations, supprimer l'inutile et autres, pour redevenir progressivement sur ton business et avoir une vision d'ensemble pour pouvoir réfléchir à la suite, prendre les bonnes décisions, recruter les bonnes personnes, mettre en place les bons process et challenger ta réflexion. Ne faire que ce que tu peux faire toi. Etc. Donc c'est vraiment ça en fait le job. Et des fois, tu vois, j'ai vraiment des moments dans mon agenda ou des moments où juste je suis spectateur du truc ou d'un coup je vais venir dans un call, j'ai aucune valeur ajoutée dans ce call, je le sais, et mon seul but du call, c'est de dire voilà, prends la main, gère le call. Et c'est même des fois pas prévu, tu vois. Et je suis là pourquoi? Pour voir si le collaborateur est autonome et commence à pouvoir justement gérer quelque chose sans moi. Là, par rapport au podcast, par exemple, les podcasts audio sont 100% délégués quasiment. J'ai quasi plus aucune intervention à faire à part enregistrer, c'est tout. Tout le reste, 100%, ça me prend 3 minutes par épisode. La vidéo, là par exemple aujourd'hui, par rapport à la mise en avant de la vidéo qui sort au moment où je te parle, demain, il y a une publication sur LinkedIn. Normalement, c'est moi qui faisais la review de ce type de publication pendant un certain temps. J'ai fait en sorte que ces reviews, je les fasse en la présence d'une autre personne. Aujourd'hui, je l'identifie sur Slack et je lui dis « Ok, je ne vais pas te donner mon avis, par contre, j'identifie, donne-moi l'avis. Fais ton avis, fais ta review comme tu devrais faire normalement. » Elle fait sa review, parfaite, elle l'a même mieux fait que moi d'ailleurs, plus structurée, plus cadrée. Moi, j'aurais fait un message vocal rapide parce que j'avais pas le temps. Le truc parfait. Ok, c'est bon, c'est validé. Elle me fait 2 fois ça d'affilée, c'est bon. Je sais que je peux compter sur elle, j'ai plus besoin, je m'extrais du process. Et typiquement, pour la remercier, par exemple, ça sera, je sais pas moi, un week-end. Quand je dis un week-end, donc c'est pas je lui attribue son week-end, c'est un week-end parce que c'est une personne qui est en couple, donc un week-end avec son amoureuse. Enfin voilà, c'est une prime de 100 €, 200 €, 300 €, 500 €, des fois 1000 €. Des fois même, j'ai des collaborateurs, ils ont fait un excellent travail. Donne-moi ton RIB, je leur envoie 2000 €. Tu vois, c'est ça aussi. Tu vois, c'est ça aussi le but d'un CEO, c'est savoir identifier les personnes qui le méritent, qui apportent de la valeur. Et 100% des gens qui le méritent et qui apportent de la valeur auprès de moi auront toujours, je serai toujours redevable d'eux, tu vois. Et ils seront toujours reconnus à leur juste valeur. Et c'est ça aussi le but, je pense, d'une personne qui gère bien son entreprise et qui dure dans le temps. Ok. J'aime bien dire qu'il y a des actions que tu mets en place maintenant et qui t'apportent beaucoup de résultats, mais qui en fait tu tires une balle dans le pied à long terme, comme par exemple promettre beaucoup et pas délivrer, et vice versa. Il y a des actions que tu vas mettre en place, ça va être un peu la partie de l'iceberg, où tu vas structurer, mettre en place des choses, recruter des gens, et qui vont pas forcément t'apporter de chiffre d'affaires tout de suite maintenant. Ouais. Comment est-ce que toi, tu arrives à mesurer le succès d'une entreprise au-delà des facteurs financiers traditionnels? Alors là, le concept que tu évoques, c'est gratification court terme versus gratification long terme, ou même différé dans le temps. Et du coup, par rapport à ta question, je ne comprends pas ta question. C'est comment je valorise une entreprise par rapport à ça? Comment tu détermines qu'une entreprise est sur la bonne direction, sur la bonne voie, au-delà des facteurs financiers traditionnels, par exemple? Ah ouais, ok. Déjà, c'est sa croissance. Tu peux avoir énormément de croissance et pas être rentable. Tu vois, mais par contre, ton modèle économique fera que tu le seras plus tard. Je te donne un exemple concret. J'ai récemment interviewé Harold Parizeau sur le podcast en audio, qui est un mec d'une énergie folle, extraordinaire. Il est le fondateur et président du Chinese Business Club, qui est aujourd'hui le club d'affaires numéro 1 en France en termes d'invités de qualité. Il a des ministres, des journalistes, des stars du cinéma, des plus gros entrepreneurs, des patrons des plus grosses boîtes de France. Il a eu, à l'époque où il était ministre de l'économie, Emmanuel Macron, qui était présent d'invité d'honneur. Enfin, voilà, c'est le business club à Paris.
Les 3 premières années, il était déficitaire, il pensait même abandonner, arrêter et autres. Et tu vois, mais il capitalisait. Il était sur la bonne voie. Il avait de plus en plus de membres, de plus en plus de satisfaction. Et à un moment donné, il a fait juste un switch qui l'a instantanément fait passer de pas rentable à extrêmement rentable. Et aujourd'hui, ça fait 10 ans que son business club existe. Il a 110 boîtes qui payent tous les ans entre 9 500 € et 75 000 € pour faire partie du club, plus des centaines d'entrepreneurs qui payent 250 € par déjeuner pour juste être présent. Son truc, il a 0 salarié, il est seul actionnaire de sa boîte, tout est structuré, pas mal de choses sont déléguées avec des process, etc. Il ne se concentre que sur ce qu'il aime, et le mec, il kiffe à fond son truc, tu vois, il est passionné, et c'est extrêmement rentable. Pourtant, les KPI financières, économiques au départ n'étaient pas du tout là. Par contre, il y avait la passion, le mec, il avait une vision, il avait la croyance de son truc. Les gens étaient contents. Tous les mois, toutes les semaines, il y avait de nouvelles personnes, nouveaux adhérents qui voulaient venir. Et du coup, tout ça cumulé a fait qu'à un moment donné, boum, il suffit de juste changer un petit truc et ça explose. Et là, je te fais l'exemple avec son business parce que ça me vient à l'esprit, parce que j'en ai parlé avec lui en détail cette semaine. Mais tu vois, c'est à chaque fois pareil. Au début, Numadeo, mais le nombre de fois où on a douté, on s'est posé 1001 questions. Est-ce qu'on a la bonne cible? Est-ce qu'on a la bonne offre? Mais c'est pas rentable. La trésor, le truc, le machin, les monteurs, faut les rémunérer comment, etc. Blablabla. Ou un associé qui posait problème et qui justement, tu vois, on a mis du temps à s'en délester. Et tu vois, tu parlais d'association avant, j'aurais pu prendre cet exemple encore. Même si le mec, je l'adore, c'est un ami, il est génial, il est talentueux, il transpire le talent et la passion. Mais c'était pas le profil entrepreneurial pour gérer une telle boîte. Et on en a pris conscience aussi. Mais du coup, tu vois, c'est tous ces trucs où, ouais, c'est bien cette question parce que ça fait partie de la journée d'un entrepreneur. C'est normal. Tous les business ne sont pas rentables dès le départ. Nous, on a de la chance dans le business en ligne. Tu lances ton Webi, limite, tu as fait tes slides avec tes pieds. Il y a 4 slides. Tu fais ton truc, ton Webi. Enfin, j'ai vu un de mes clients, il a fait un Webi, mais extraordinaire, le gars. Il développe une communauté pendant 3 à 6 mois sur les réseaux. Il échauffe sur les réseaux, il donne de la valeur. Il fait un Webi, il y a 6 slides. Pendant le Webi dure 30 minutes, ça bug, il se déconnecte, ça marche pas, il bégaye, il donne son offre au mauvais moment, il boit de l'eau dans une immense gourde, il se renverse la gourde sur lui, il a une énorme trace d'eau sur son t-shirt gris derrière, il panique, au bout de 30 minutes, il fait l'offre, il répond pas aux questions, il quitte le webinaire. Le mec, il fait 110 000 cash encaissés. Tu te dis, waouh! C'est incroyable, il n'y a que dans le business en ligne qui peut faire ça avec 0 budget pub. Où il avait mis peut-être 1500 francs suisses de budget pub, il est en Suisse. Et incroyable, tu vois, tu te dis waouh, c'est Edouard, je l'ai passé dans mon podcast aussi. Mec extraordinaire. Et il n'y a que dans le business en ligne que tu peux aller chercher ce type de résultat, tu vois. Aujourd'hui, ce mec, c'est un client, je l'accompagne, il explose tous les résultats et c'est top. Mais tu vois, c'est incroyable. La réalité de l'entrepreneuriat, c'est pas forcément ça. Ou en tout cas, pour ceux qui veulent pas que ce soit ça, ça prend du temps, des fois être rentable. Donc, tu fais bien de poser cette question et je pense que j'ai répondu. Yes, carrément, je te remercie. Entrepreneurs.com, ça a été mis off pendant 1 an et demi, je crois. C'est bien ça. Comment est-ce que tu décides quand il est temps de faire pivoter ton activité dans une nouvelle direction? Ouais. C'est une bonne question. Pourquoi ça a été mis off? Alors déjà, ça n'a pas été complètement mis off. Ça veut dire que les pages étaient toujours accessibles, les produits étaient toujours accessibles, on pouvait nous contacter, on répondait et on continuait à vendre des produits. Plus aux débutants, plus aux intermédiaires. Donc l'incubateur, par exemple, qui s'adresse aux débutants qui passent de 0 à 5 000 € par mois ou qui veulent créer leur business, on ne le vendait plus. Aujourd'hui, on a repris sa vente. L'accélérateur, on est en train de le relancer, c'est pour les 5 000 € par mois à 50 000 € par mois. Voilà, on ne le vendait plus. Par contre, les 50 000 € par mois et plus, on a continué de le faire. C'est eux qui m'intéressent le plus, qui me stimulent le plus personnellement, que ce soit dans le consulting, dans le coaching, dans la stratégie, dans la systémisation, dans plein de choses. Ça m'a permis de monter en compétences
énormément d'avoir des clients que je n'aurais jamais eu sans un focus pareil, dans des boîtes cotées, dans des business physiques, dans des vieux business qui avaient besoin de renouveau et de numérisation, dans des business en ligne qui étaient capés à 150, 200, 250 par mois, que j'ai mené à 500, 600, 800 par mois, extraordinaire. Des clients que j'accompagne encore aujourd'hui d'ailleurs. Et bref, c'était super intéressant. Pourquoi on l'a mis en pause ? Parce qu'on était plus stimulé, tout simplement. Il y a eu... tout comme j'ai arrêté sur les réseaux sociaux de partager parce que je vivais pour partager plutôt que partager ce que je vivais, j'en avais marre. Tu vois, quand tu as fait ça pendant 3-4 ans, que tu étais tout seul, que tu n'avais pas forcément structuré comme j'ai pu structurer, là aujourd'hui, tu vois, on relance entrepreneur.com, tout de suite on est 30. C'est pas pour glorifier un ego. Bon, déjà, c'est rentable de le faire, c'est le premier point. Si c'était pas rentable, bah quand même, voilà. Mais 2, c'est parce que j'ai structuré l'activité pour ne me concentrer que sur ce que j'aime. Parce que désormais, je le structure de façon à ce que ce soit durable. Entrepreneurs.com, ça va être encore là dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, peut-être même après ma mort. Et ça, c'est important, je pense, de penser comme ça, parce que entrepreneurs.com et même ce que je partage avec le déclic ou autre, pour moi, c'est une sorte de legacy, tu vois. C'est vraiment, je veux laisser quelque chose de plus grand derrière moi. Et c'est comme ça que je le construis et que je le pense. C'est pour ça que je suis revenu justement avec entrepreneurs.com et qu'avant, tu vois, on avait 70% de notre focus sur le marketing, 30% sur le produit. Malgré ça, on avait les meilleurs produits en France d'accompagnement. Et j'ai pas du tout honte de le dire. Et quiconque veut me démontrer le contraire est le bienvenu. On peut s'appeler, on peut discuter. Et je lui donne même 1 000 € en prime. Et du coup, par rapport à ça, tu vois, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on inverse le procédure. C'est-à-dire que 70% du focus, c'est dans le produit. 30% c'est dans le marketing. Parce que je pars du principe que la sophistication du marché est telle, la saturation du marché est telle, que désormais, c'est plus ton marketing qui fera ton produit, c'est ton produit qui contribuera à ton marketing. Donc si ton marketing est bon et que ton produit est excellent, ton marketing sera encore plus bon, excellent. Si ton marketing est bon, ton produit est nul à chier, ou n'est pas bon, même pas bon, tu vois, ou il est juste bon, juste passable, ça ne marchera pas, ça ne suffira pas. Pas en tout cas pour la position de leader qu'on veut avoir. Donc voilà, j'en avais juste marre, j'étais saturé, j'avais besoin d'une pause. J'étais stimulé par d'autres choses, d'autres horizons que je voulais explorer, notamment le monde de la crypto et des NFT, dans lequel je me suis lancé. Je suis monté en compétences comme jamais aussi dans ce monde-là, à constituer des équipes énormes, avoir une pression énorme, investir des centaines de milliers de dollars dans des trucs où tu perds de l'argent et tu crois autant de trucs, etc., etc. Puis en plus derrière, il y a des haters qui te disent ah machin et tout, mais c'est pas grave. Ça, c'est pas grave et ça m'a permis de monter en compétence et c'était extraordinaire. Et après un an et demi, du coup, on revient encore plus fort, encore plus structuré. Et c'est là que je me rends compte de la chance que j'ai eue en 2000, moi ça fait 9 ans maintenant, 2014, que j'ai commencé un petit peu à entreprendre, etc. Officieusement, et puis on va dire vraiment officiellement, où j'ai osé lâcher les bateaux et brûler tous les bateaux et avancer 2017. Et cette expérience, elle commence à payer et puis ça commence à être très intéressant, quoi. Yes. J'aime bien dire qu'il faut essayer vite pour échouer vite et réessayer vite. Tu as lancé il y a 2 mois la nouvelle version d'entrepreneurs.com avec un abonnement mensuel. Ouais. C'était la version bêta. Ouais. Donc moi, ce dont j'aimerais parler, c'est du MVP, donc du Minimum Viable Product. Ouais. Selon toi, quels sont les ingrédients nécessaires qu'il faut pour lancer un MVP, essayer vite, avoir la réaction du marché rapidement, pour pouvoir réitérer, modifier, améliorer et relancer? C'est un bon exemple. Tu vois, on voulait le vendre 47 € par mois. On se rend compte que les gens se disent c'est trop beau pour être vrai, ça peut pas être qualitatif si c'est si peu cher. Donc ce que j'ai fait, c'est quoi ? C'est que j'ai relancé plus rapidement la vente de l'incubateur, qui est pas du tout à 47 €, qui est du coup à 3 000 € et plus dans une certaine mesure. Et on vend presque aussi facilement, avec le même nombre d'efforts, l'incubateur que le mouvement à 47. Alors c'est sûr, c'est pas le même accompagnement, c'est pas le même produit, c'est pas la même chose, pas la même intensité du tout. Mais c'est pour te dire, et aujourd'hui le mouvement, on continue à le vendre, 47 €, mais c'est 47 € une fois, tu as accès à vie et tu fais partie de la communauté. Et on en vend 5, 10, 15, 20 par semaine actuellement. Et c'est le top, tu vois, même des fois 5, 10 par jour ou plus. Et donc ça se passe bien, on a un très bon accueil de la communauté, franchement rien à dire. Et un MVP, c'est quoi ? C'est tu lances ton produit, tu vois comment le marché réagit, et après tu livres. Attention, j'ai pas dit après tu réfléchis comment tu livres. Après tu livres. Faut que tu aies la réflexion en amont et que tu aies la certitude, la garantie de pouvoir livrer même au-delà des attentes et des promesses des gens. Contre-exemple complet, c'est que moi, lorsque j'ai démarré ma première boîte, on voulait vendre une initiation au marché financier. J'ai passé 9 mois
à faire des slides, à faire des vidéos, à faire des trucs, des PDF, des trucs. J'étais fier de moi, mais t'as pas idée. Hein. Jusqu'au jour où je suis prêt, là, tout chaud, tout motivé, je dis à Amine, il faisait encore médecine, on galérait à faire de l'argent, on essayait de chercher nos premiers clients et tout. Je dis, ouais, c'est incroyable, regarde, j'ai fait tant de vidéos, tant de modules, tant de PDF, tant de trucs, ça a cartonné. Putain, on vend le truc, on met en place en vente, personne l'achète, je crois 2 ventes, dont une demande de remboursement et un pote qui me soutenait. Même quand on le met gratos, le truc, personne n'en veut, à part des leads qui n'étaient pas du tout qualifiés, il n'y avait absolument rien qui rentrait. Là, on se dit, bon, on aurait dû peut-être tester une landing page en 45 minutes et puis se rendre compte en fait que ça ne marcherait pas du tout. Et tu vois, contre-exemple concret, tu mettais en place un MVP simple, tu testes ton marché et puis tu vois si les gens ont envie, quoi. Ok. Tu as mis en place plusieurs écosystèmes qui s'auto-nourrissent. J'ai déjà entendu dire que tu facturais le même client plusieurs fois à travers plusieurs services qui répondaient à plusieurs besoins différents. Entrepreneurs.com, c'est plus de 6200 personnes accompagnées. Ouais. Comment est-ce que tu t'y prends aujourd'hui pour augmenter la LTV, donc la lifetime value de tes clients? Bah déjà, tu vois, c'est pas de l'autopromo, hein, je réponds à cette question, navré pour ceux qui vont le percevoir comme ça. On a 4 produits, 4 familles de produits, 4 produits chez Entrepreneurs.com. Donc déjà, c'est la base, c'est avoir une famille de produits au sein de ton entreprise qui va aider l'entrepreneur dans tout son chemin. Le premier, c'est le mouvement, c'est adressé à toutes les personnes qui démarrent de zéro et ne savent pas du tout quoi faire et ils vont aller chercher leurs premiers résultats, leurs premières ventes, leurs premiers 100 euros, leurs premiers 1000 euros, etc. Le deuxième, c'est l'incubateur. L'incubateur, c'est pour ceux qui savent plus ou moins ce qu'ils vont faire, mais aussi pour ceux qui ne savent pas encore ce qu'ils vont faire, mais qui veulent investir en eux. On est sur un programme qui est vendu plusieurs milliers d'euros, où il y a de l'accompagnement individuel, il y a du suivi, il y a du coaching de groupe, il y a du mastermind, il y a plus de 50 heures de contenu, il y a des documents juridiques, il y a un site web intégré pour les gens qui le veulent, il y a une communauté, enfin bref, il y a tout ce qu'il faut pour réussir. Là, du coup, c'est pour ceux qui font 0 à environ 5 000 euros par mois. Donc, tu vois, le mec qui commence ici, et le nombre de gens qui commencent ici, qui vont là, il y en a beaucoup. Ensuite, il est là. Notre focus, c'est de les aider à faire les 5 000 euros par mois minimum. Pourquoi ? Parce que le mec, après, il est satisfait. 1, il est satisfait. 2, il a confiance en toi. 3, il en veut plus. Du coup, s'il en veut plus, l'accélérateur. L'accélérateur, c'est un programme qu'on vend entre 9 et 12 000 euros. C'est adressé à ceux qui font au moins 5 000 euros par mois de chiffre d'affaires et qui veulent aller chercher de 5 000 à 50 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Là, on les accompagne. Là, j'interviens personnellement dans ce programme pour les accompagner aussi sur du coaching de groupe. On a 4 coachs qui sont eux-mêmes des business, des mecs qui gèrent des business, qui ont fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires dans leur carrière, qui gèrent autant la psychologie, le marketing, la vente, le truc, le ça. Donc, c'est des gens... Voilà, je mettrai entre leurs mains mes propres business. Donc, c'est pour ça que je mets entre leurs mains mes propres clients. Là, on les aide. Et après, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Si on les aide à faire 20 000, 30 000, 50 000 par mois, ils en veulent plus. Ils ont confiance en nous toujours. Et en plus, ils ont créé un premier lien de proximité avec moi. Et ça se trouve, ils me suivent déjà sur YouTube ou ils m'ont vu à un séminaire. Il y a de ça déjà depuis 2 ans. Donc, ici vient, tu veux participer, donc tu veux te lancer, tu veux valider ton système, tu veux scaler, bien, vient le moment où tu veux faire partie des 1%. Et pour faire partie des 1%, eh bien, tu peux avoir un accompagnement de Alec Henry directement en personne. Et là, c'est un autre montant. On n'est plus du tout sur les mêmes économies d'échelle. Un audit, un consulting de 2 heures avec moi, c'est 9 000 euros. Ensuite, pour un consulting plus long terme, c'est tout de suite plusieurs dizaines de milliers d'euros d'investissement. Du mentorat aussi, c'est des offres d'accompagnement, certes moins chères par mois, mais du coup, c'est sur des engagements au moins à 6 mois. Je suis très sélectif. Je refuse plus de gens que je n'en accepte. Donc, c'est hyper important, mais c'est vraiment ça, c'est la première étape, c'est ta famille de produits. Ensuite, la deuxième étape, c'est quoi ? Les entrepreneurs, ils ont besoin de quoi ? Ils ont besoin d'une banque, ils ont besoin d'assurance, ils ont besoin de compta, ils ont besoin d'ads, ils ont besoin de vidéos, ils ont besoin de branding, ils ont besoin d'énormément de choses, tu vois. Mais rien que là, dans ce que je t'ai parlé, tu peux créer quoi ? Une agence de production vidéo, photo, Numadeo. Tu peux créer un cabinet comptable, c'est ce que j'avais fait. Ils font de l'argent, ils veulent l'investir. Agence d'investissement clé en main. J'étais dans Prudentia Investment, j'ai revendu mes parts, etc. Voilà, il y a d'autres choses, tu vois, il y a plein de trucs dans l'écosystème. Ou des fois, tu dois calculer le pour et le contre et te dire, ok, peut-être que j'ai meilleur temps de mettre en avant un programme, un produit, une prestation, un partenaire, prendre entre 10 et 30% du chiffre d'affaires que j'apporte
pour l'apport d'affaires tout simplement, et ne pas me faire chier avec toutes les emmerdes, avec la gestion d'un business de A à Z et tous les enjeux qu'il y a derrière, parce que ton temps est limité, ton focus aussi, et puis il y a des business où j'ai pas du tout envie d'y être. Et je peux quand même je peux utiliser la marque, la légitimité, la notoriété de ce partenaire, m'assurer d'avoir le meilleur deal pour les clients, comme ça ils sont contents, et puis en même temps, je prends un billet au passage et ça augmente la LTV du client sans qu'il n'ait à payer quoi que ce soit de plus. Donc c'est génial, tout le monde est content. C'est ce que je fais. Et donc dans l'écosystème, j'ai un nombre assez important de partenaires, je dirais une quinzaine, qui fait que tu as besoin de quoi que ce soit, je te mets en relation, et les gens, lorsqu'ils adhèrent à entrepreneurs.com, ils adhèrent pas uniquement à des stratégies, des méthodes, des coachs et autres, ils adhèrent aussi à la garantie d'avoir toujours auprès d'eux, autour d'eux, quels que soient leurs besoins, un partenaire, un prestataire de confiance qui va répondre à leurs besoins et qui a déjà été validé par mes soins. Les business en ligne type infopreneuriat, comme on les connaît, c'est des business qui généralement dépendent beaucoup d'un personal branding, donc de l'image de marque d'une personne. Selon toi, est-ce que c'est des business qui peuvent être revendus? Et si oui, quelles sont les prédispositions qu'il faut mettre en place bien en amont pour anticiper l'acte de revente? Ouais, c'est une bonne question. J'en discutais avec un ami, Bertrand, qui vend beaucoup de business aussi, d'info-business. Et je lui ai passé un deal d'un business équivalent Fortumedia, si tu connais, tu vois, Manoa, qui fait un peu moins de chiffre d'affaires, mais qui est vraiment l'équivalent et qu'on pourrait revendre. Donc, il n'y a pas forcément de liaison au personal branding. Par contre, il y a un problème, c'est que vu qu'ils vendent du coaching à l'intérieur de la formation, il y a une liaison non pas au personal branding, mais à la compétence individuelle des propriétaires du business. Donc tu vois, tu as d'une part le personal branding que tu évoques, mais j'ajoute à ça la compétence individuelle qui fait que la performance est là. Donc c'est pas juste une question de personal branding, c'est une question de compétence. Donc maintenant qu'on a ces deux éléments, il faut se dire quoi? Le personal branding, je suis d'accord, c'est difficile de s'en délester et de progressivement du coup passer sur un corporate branding. Nous, c'est ce qu'on fait avec entrepreneurs.com. C'est pour ça que sur entrepreneurs.com, tu remarqueras dans nos communications, je ne suis plus seul à communiquer. Il y a d'autres personnes, il y en aura d'autres encore davantage qui vont arriver et progressivement peut-être que je vais disparaître. C'est pas pour le revendre, c'est pour le rendre plus fort et indépendant de moi. Donc ça, c'est le premier point, c'est corporate branding. Deuxième point, c'est la compétence. Et la compétence, ça passe par les process. Les process, c'est la capacité à faire en sorte qu'une personne de 77 ans, comme de 7 ans, donc j'exagère un peu, tu vois, je tire le trait, mais serait en capacité, avec uniquement les process qui ont été délivrés et mis en place, les process, les protocoles, appelons ça comme on veut, les systèmes, les automations, les outils, peut délivrer la prestation qui est promise et qui est convenue à la base. À partir du moment où tu comprends ça et que tu fais de ça un focus, tout en stabilisant les chiffres de ton entreprise, n'importe quelle entreprise peut être valorisée et revendue selon moi. Maintenant, il y a un facteur multiplicatif dépendant du coup de la niche, de la rentabilité et autres qui est pas forcément des plus intéressants sur un business en ligne. On est sur un facteur de 1,5 voire 3 selon justement les contextes. Tu vois, quelqu'un, justement, j'en parlais il n'y a pas si longtemps sur un podcast aussi. J'ai interviewé quelqu'un qui a racheté un événement très connu. Ça fait 15 ans qu'il existe l'event dans le business en ligne. Voilà, il m'a parlé de ce même facteur. Tu vois, il n'y a pas forcément de personal branding ici. La compétence, elle est relativement simple parce que c'est des speakers. On était sur un beau multiplicatif. Et il y a un beau potentiel sur ce business model-là. Pour moi, il a fait une bonne action, un bon investissement de le racheter parce que d'ici 1 an et demi max, il aura été rentable. S'il n'y avait pas eu ça, c'est-à-dire la compétence qui était complètement indépendantisée et le branding qui n'était pas corporate au point où tu as des gens qui connaissent plus le nom de l'événement que le nom de l'organisateur de l'événement, ça aurait été peut-être un mauvais investissement. Parce qu'après, ça crée une frustration. Les gens se disent je suis venu à cet event, il est où? Tu vois, il n'est plus là. Donc ouais, voilà un petit peu pour répondre à ta question. Comment tu gères ta trésorerie quand tu as des programmes qui se vendent en plusieurs fois, des collaborateurs, des frais, peut-être des bureaux, des charges? À quel moment, selon toi, il faut tirer la sonnette d'alarme? C'est une bonne question. Déjà, il faut connaître ses chiffres. C'est-à-dire que moi, je connais parfaitement mes chiffres, je connais parfaitement mes taux de rentabilité, mes seuils de profitabilité, mes entrées, mes sorties, etc. C'est le premier point. Le deuxième point, typiquement dans notre business model, par exemple sur entrepreneurs.com encore, on scale grâce à la publicité, grâce à la visibilité. Tu vois, tu peux mettre en place des choses qui font que, imaginons avec une Amex, tu vas payer en différé jusqu'à 45 jours. Donc, le temps que tu payes tes ads, tu as déjà au moins entré ta première mensualité, voire même ta deuxième mensualité, donc ça te permet d'absorber.
Aussi, bah, tu peux payer les gens en fixe certes, mais aussi en pourcentage. Du coup, le fixe, tu peux leur donner au début de mois, le pourcentage, la prime en fin de mois. Tes outils, tu peux faire en sorte de les lisser sur l'année plutôt que de les payer d'un coup. Tes bureaux, tu peux faire en sorte de les payer par trimestre plutôt que par année directement, ou par mois même dans certains cas. Il y a pas mal de choses, tu vois, que tu peux mettre en place. Et après, bon, on a des business qui sont quand même relativement rentables, donc je ne suis pas forcément dans une problématique de trésorerie ou autre, en tout cas pour ma part. Mais par contre, un truc qui est clair, c'est que tu vois, il y a beaucoup de business, notamment des business SaaS ou des choses comme ça, qui utilisent des outils type Agicap, type Rocketchart ou d'autres, j'en ai pas d'autres en tête, mais nous on utilise par exemple Rocketchart. On utilisait Agicap, mais on utilise Rocketchart maintenant sur Numadeo, par exemple, qui est excellent. Tu vois, ça te permet de voir toutes tes charges, de voir toutes tes entrées, de savoir exactement d'où elles viennent, d'avoir ta trésorerie, d'avoir une évolution de ta trésorerie, d'avoir une anticipation de ta trésorerie par rapport à des choses que tu peux anticiper. Tu ouvres ton dashboard, en un coup d'œil, tu sais où tu en es. Tu vois. Donc, on ne peut améliorer que ce que l'on maîtrise. Et du coup, avoir ces KPI financières, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est faire entrer le plus d'argent possible, le plus rapidement possible, et faire sortir le moins d'argent possible, le plus tard possible. Si tu appliques cette règle-là, en général, ça se passe bien pour toi. Et puis, être radin. Même quand tu es riche, tu es radin. Tu vois, faut être radin radin, ça peut être un peu péjoratif, mais en tout cas faire attention à ses sous. Tu vois, faire attention à ses sous, ne pas cramer inutilement de l'argent, tu vois. Tu vois, sauf cas exceptionnel, moi je vais pas faire des folies, c'est pas parce que je pourrais me le permettre que à chaque fois je vais voler en business class ou en first. Je vais pas prendre un palace 5 étoiles à chaque fois que je me déplace pour quelque chose si je dois payer moi-même mes frais d'hôtel. Je vais pas, tu vois, c'est tout des trucs comme ça. Je vais pas forcément inviter toute mon équipe à 3 étoiles Michelin alors qu'on pourrait très bien se faire plaisir avec autre chose ou autre. Tu vois, c'est des réflexions comme ça. Je vais pas louer un palace parisien pour le team building alors qu'on pourrait faire ça dans un hôtel tout à fait traditionnel et tout autant apprécier le moment. Tu vois, c'est tout des petites actions cumulées qui font du sens, et c'est faire attention justement à ces dépenses. Ok. Comment tu gères la croissance de ton entreprise tout en maintenant la qualité de produit et de service qui est délivré? Tu mets des seuils de tolérance, tu vois, tu peux pas, tout comme ton CPL, ton CPM, ton CPA, il va naturellement, mécaniquement augmenter de par ton scaling, de par la fatigue des ads, de par des périodicités dans le marché, etc. La qualité de ton produit, la qualité de ton suivi, il va aussi naturellement avoir tendance à dégrader quand tu continues à scaler. Parce qu'à un moment donné, tu vois, même si on me dit, ouais, bah, tu recrutes plus de coachs, mais non, parce que tu dois aussi faire gaffe à ta rentabilité. Donc, imaginons, tu as un coach qui a, par exemple, dans notre cas du business model, tu as par exemple un coach ou peu importe ce que tu fais, qui peut absorber 30 clients. Il va pouvoir donner une intensité de travail différente quand il n'en aura que 10 que quand il en aura 50, ou quand il en aura 30, pardon. Par contre, du coup, quand il va commencer à en avoir 25, là, tu vas peut-être attendre qu'il en ait vraiment 30, voire même 32, pour pouvoir faire quoi? Pour recruter un deuxième que tu vas devoir payer. Et du coup, là, à ce moment-là, tu vas te dire, ok, lui, je vais le délester un petit peu de, par exemple, 10 clients. Il va redescendre à 25, il va pouvoir respirer et se concentrer sur la qualité. Et puis, boum, lui, il démarre directement à 10. Puis, on va remonter, tac, 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 tac. Donc, tu dois gérer à chaque fois, et puis tu as une dégradation, tu as une progression, tu as une dégradation, tu as une progression, mais tu te mets un seuil de tolérance qui peut être de, si tu es en pourcentage de 10% bas, 10% haut, tac, tac, des points. Tu vois, j'invite les gens qui ont un CRM à envoyer des formes de satisfaction, de mettre en place un NPS, un Net Promoter Score à chaque fois pour leurs clients, de donner un scoring à leurs coachs, à leurs collaborateurs. Tu vois, typiquement, moi, j'ai des fois, dans le cadre de Mastermind, tu as des gens qui ne comprenaient pas comment je pouvais payer aux variables des coachs ou leur donner des primes. C'est pourtant évident pour moi. Ton closer, tu vas le rémunérer comment? À son taux de closing, à son taux de conversion. Ton coach, tu vas le rémunérer comment? À son taux de satisfaction, à son taux de réussite avec le client. Oui, mais c'est pas la faute du coach si le client applique pas.
Ok, c'est qu'il n'a pas mis de la valeur sur le fait d'appliquer, c'est qu'il n'a pas mis de la valeur sur la pédagogie, c'est qu'il n'a pas suivi le mec comme il fallait forcément. Oui, mais quand même, ok, tu mets un seuil de tolérance à ça, tu vois, et tu mets en place des process pour. Au même titre que le closer, oui, mais le mec s'est pas pointé. Ok, tu mets des garde-fous. Si c'est un no-show, c'est un no-show. Tu peux pas dire à ton closer qu'il est mauvais, c'est un no-show. Si le mec il se connecte plus à son espace membre, tu peux pas dire que ton coach il est mauvais. Le mec il a abandonné, il est parti faire autre chose ou je sais pas ce qui lui est arrivé. Mais du coup voilà. Et c'est toujours de la réflexion en fait. Chaque problématique a un sens et doit être identifiée de manière logique et résolue de manière pragmatique. Yes. Et puis par rapport à l'exemple que tu donnais au niveau du coach, il y a aussi une différence entre la satisfaction du coup du coach et le fait qu'il apporte réellement des résultats ou pas. Et donc toi, tu incentives plutôt sur la satisfaction. On a des gens, bien sûr, on a des gens qui n'ont pas de résultats, qui sont extrêmement satisfaits. On a des gens, on n'a pas de gens qui ont plein de résultats et qui ne sont pas satisfaits, mais on a des gens qui sont satisfaits sans résultat, d'autres satisfaits avec résultat, tu vois. Donc ouais, le principal, à mes yeux quand même, seul le résultat compte. Le principal, c'est le résultat quand même, tu vois. Sûr. Ne serait-ce que pour la LTV, pour l'image, pour tout ça. Mais la satisfaction, finalement, c'est très bien. Tu vois, on a une cliente, je pense à une cliente là, ça fait 4 ans et demi qu'elle est cliente. Elle a des résultats, certes, mais ce pas les résultats que d'autres qui sont clients depuis 4 ans ou plus. Elle est extrêmement heureuse. Et à chaque fois, elle rachète nos produits, elle est là, elle adore, elle kiffe, elle fait. Elle participe à tous les coachings et tout. On fait partie de sa vie, limite. Est-ce que c'est sain, est-ce que c'est malsain? Je suis personne pour juger. Mais la chose est qu'elle a quand même un minimum de résultats, elle est satisfaite, elle reste, et c'est très bien, et elle ne nous dérange pas. Ok. Alec, tu as eu l'occasion de lancer des produits en mass market à travers entrepreneurs.com. Tu as aussi eu l'occasion de faire du consulting avec des entrepreneurs, donc plus sur une approche B2B, professionnel to professionnel. Donc tu maîtrises et côtoies les deux milieux, à la fois le B2C et le B2B. Selon toi, quelles sont les grosses différences entre les business B2C et B2B dans l'accompagnement et dans la vente? B2C, il est compliqué. B2C, tu vas lui proposer une offre à 1 500 €, il va te demander c'est quoi les garanties, il va te demander c'est quoi, combien de coaching il y a, comment ça se passe, sous quel délai, te répéter le truc, il va faire 3 calls avec toi, il va t'envoyer 12 emails, il va te dire je paye en plusieurs fois, et il va pas être content, il va avoir des doutes, il va demander remboursement. Le B2B, il va te demander ton RIB. C'est tout, tu vois. À partir du moment où tu vas pouvoir lui donner des résultats. Donc, moi, j'ai vraiment l'amour des gens. Tu vois, l'amour de l'être humain. J'aime aider les gens. Ça peut paraître con, ça peut paraître bateau, mais toi, je suis issu d'un milieu social, personnel, où je détestais ma vie. J'aurais dû être ouvrier à l'usine. Tous les matins, je me demandais si c'était ce matin ou pas que je vais me suicider. Mon père est mort et est tombé dans l'alcoolisme et dans l'addiction de certains médicaments. On ne sait pas s'il s'est suicidé ou s'il est décédé d'un accident. Il a entrepris, il a échoué. Ma mère, c'était très difficile pour elle. J'habitais dans une campagne en Suisse, il y a plus de vaches que d'habitants. Bon, maintenant, Nespresso qui s'est implanté, il y a plus d'habitants que de vaches. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Il y a une accumulation de choses dans ma vie. J'ai encore l'image d'un mec quand j'arrive à l'usine parce que j'étais un cancre à l'école, j'avais aucun avenir, je me sapais tout seul, j'allais échouer, j'étais ridiculisé par mes profs, ridiculisé par mes camarades, etc. J'ai encore cette image d'un mec qui a bossé jusqu'à ses 65 ans, 67 ans, peu importe, qui toussait à l'usine et qui un jour est à la retraite et 3 semaines plus tard on apprend qu'il décède, tu vois, le mec. Horrible. Donc en fait, si tu veux, je suis dans cet état d'esprit où je fais tout ça pour offrir une chance à ceux qui le veulent vraiment. Tous ceux qui veulent pas se bouger le cul, je suis pas rien pour eux. Je suis pas magicien. Je suis stratège, je sais faire du cash, je sais faire des business. Mes méthodes fonctionnent. Mais je suis pas magicien. Tu veux pas te bouger le cul, tu veux pas mettre en application les choses, tu veux pas sortir de ta zone de confort. Ça veut pas dire que tu dois plus avoir de vie, pas avoir tes enfants, pas avoir ta femme, pas avoir ton mari, pas avoir ton truc. Non. Mais ceux qui veulent vraiment se donner les moyens, c'est pour moi une responsabilité de leur donner les moyens, de leur donner les ressources. C'est pour ça aussi que j'ai repris entrepreneurs.com. Parce que c'était très égoïste. Mon quotidien, c'était gagner de l'argent, coacher des gens riches, faire devenir encore plus riches, aller dans des restaurants toujours plus chers, dans des buildings toujours plus beaux, toujours plus grands, des villes toujours plus folles, des notes toujours plus chères, des voitures toujours plus luxueuses. Ça n'a aucun sens pour moi. Tu vois, à un moment donné, il faut redonner. Donc, même si le B2B il est compliqué,
Même si le B2B, il est chiant, il faut accepter ça. Même si le B2C, pardon, il est exigeant, tout ce que je disais, c'est par rapport au B2C, excuse-moi, les customers, donc les clients, les particuliers, j'arrêterai pas de leur donner le meilleur. Et même des fois à tort, parce que tu vois, je prends un exemple, dans le mouvement, un coup, je fais un coaching, programme à 47 €, je fais un coaching de groupe, et il y avait pas mal de gens. Je réponds à toutes les questions, et à la fin, il y en a un, il met 20 minutes à réussir à me poser sa question parce qu'il buguait, enfin bref. J'attends. Il me pose sa question, et je réponds à sa question. Et là, en fait, c'est la fin du coaching, mais il a encore 2 autres questions. Moi, j'ai des responsabilités, j'ai des trucs à faire. J'ai déjà passé 2h30 avec eux et tout machin. Bref, j'arrête le coaching. Et là, le gars, il écrit un mail plus un message dans la communauté. Ouais, Alec, puisque t'as pas répondu comme il le fallait à mes questions parce que j'ai pas eu le temps, voici mes 2 autres questions, merci d'y répondre. Et du coup, moi, je le redirige vers quelqu'un de mon équipe qui est en constant. Ouais, c'est pas sérieux, merci d'y répondre, machin et tout. Tu vois, c'est le B2C, ça. Tu leur donnes ça, ils prennent ça, tu vois. Et ça, c'est la réalité. Et après, t'en as qui vont te dire, je donnerai plus jamais rien. T'en as d'autres comme moi qui vont te dire, j'accepte. J'accepte parce que c'est les règles du jeu et je le fais comme ça. Donc oui, moi, je préfère travailler avec des business. Je préfère travailler avec des entrepreneurs. Des mecs qui n'ont pas peur de faire les choses, qui n'ont pas peur d'investir, qui n'ont pas peur de passer 15 heures par jour s'il faut sur leur truc, qui n'ont pas peur de prendre des baffes, de prendre des murs, de prendre des échecs, de prendre des critiques, de prendre des trucs, qui ont eu des hauts, qui ont eu des bas, qui vont être prêts à tout, qui vont appliquer scrupuleusement à la lettre ce que je vais leur dire, même s'ils n'y croient pas, parce qu'ils savent que je suis déjà passé par là et que j'ai les résultats qu'ils veulent avoir, ou que j'ai été en capacité de donner les résultats qu'ils veulent avoir, et donc on doit passer par là et mettre ça en place. Ça me stimule. Et c'est pas qu'une question de j'envoie ma facture, il paye en une fois et hop, génial. Non, j'ai pas besoin de faire du consulting aujourd'hui pour vivre très très bien ma vie. Mon rythme de vie n'a pas changé d'un poil quasiment depuis ces 3-4 dernières années, tu vois. Pourtant, le niveau de business dans lequel je suis, lui, a changé. Et ça, c'est extrêmement important aussi à comprendre. C'est de plus en plus dur d'ailleurs à comprendre aujourd'hui pour le marché français, parce que la France, voilà, c'est ce que c'est, les problématiques sont ce qu'elles sont. Je ne porte pas de jugement de là-dessus, parce que beaucoup de courage à ceux qui le vivent mal. Et par contre, malheureusement, l'argent est tabou, l'entrepreneuriat est tabou, la réussite est tabou. Tu vois, moi, j'ai des gens dans mon entourage, même dans mes équipes, qui carrément, ils n'osent plus dire combien ils gagnent à leur propre famille, qui n'osent plus parler de ce qu'ils font à leur propre entourage, qui se sentent plus en sécurité ou qui se sentent jugés par leur entourage, leur cercle proche, et qui du coup veulent déménager, veulent quitter leur pays, ce soit la France, la Belgique, la Suisse, à cause de ça, tu vois, tellement que en francophonie, la réussite, c'est tabou. C'est choquant quand même, tu vois. Moi, ça me choque. Vraiment, ça me choque. Ça m'inquiète, ça me choque pour l'avenir, les générations futures, parce que ça va aller. Je vois pas comment ça peut s'améliorer. Donc, si ça peut pas s'améliorer, ça risque d'être de pire en pire, tu vois. Donc ouais, ça me fait poser des questions sur l'avenir. Justement, puisqu'on parle de ça, de la France, selon toi, quelles sont les grosses différences qu'il y a, vraiment sur le marché, le segment de marché infopreneurial aux US et celle qu'il y a en France aujourd'hui? L'argent, l'ouverture d'esprit, l'argent, le niveau de maturité. Le marketing est différent. Tu vois, aux États-Unis, tu vas pouvoir mettre un gros texte en grand comme ça, être très, très flashy, très vendeur, très salesy, avec des promesses pas fallacieuses, mais vraiment hardcore. Montrer ta réussite. Toi, aux États-Unis, tu as un Grant Cardone. Waouh! Ça te fascine, tu vois. Moi, je vois Grant Cardone, sa femme, ses 2 filles. Moi, je vais pas dire que je suis fanatique, je suis fan, mais c'est vraiment, ils incarnent le succès, la motivation à son paroxysme. Et l'américain moyen, comme l'américain de milieu social aisé, comme l'américain de milieu social défavorisé, il voit ça, ça le motive. Je veux mettre en place tout ce qu'il faut mettre en place dans ma vie pour réussir, pour un jour réussir à soit bosser avec ce mec, soit être ce mec, tu vois. En France, pas du tout, tu vois. La mentalité, c'est bâtard de riche. Les employeurs sont tous des salauds, des profiteurs. T'as une Porsche, on te la raye. Même t'as pas une Porsche, t'as juste une jolie voiture, on te la détruit.
Tu vois ces images de mecs qui détruisent une voiture, je sais plus quoi, une Mercedes ou une Audi, d'un médecin en intervention. SOS médecin, il est appelé, il y a une manif qui passe, il a une jolie voiture, le médecin il travaille même le dimanche en intervention alors que c'est compliqué, etc. On lui détruit sa caisse. Mais où on est, dans quel monde on vit? On fout le feu à des commerçants qui galèrent tous les jours, qui ne savent même pas comment ils vont payer leur facture d'électricité. On leur fout le feu à leur commerce parce qu'on dit bâtard d'entrepreneurs. Où on vit? Ça, c'est la mentalité française. Mais c'est pas possible, tu vois. On peut pas, alors que la France est un beau pays avec des belles valeurs. C'est incroyable, la chance qu'ils ont. Tu vois, moi, je suis à moitié français à la base. J'ai jamais demandé ma nationalité. Mon père était français, de région parisienne. Je suis pas fier d'être en français. Quand je vois ça, je suis pas fier d'être français. Et quand on me dit t'es français, non, je suis suisse. Et la Suisse a du retard aussi sur beaucoup de choses, mais elle est beaucoup plus ouverte d'esprit. Elle est beaucoup plus tolérante. Elle est beaucoup plus pro-entrepreneuriat. Elle est beaucoup plus en train de mettre en place des actions pour aider les gens. Et on n'est pas dans un système d'assistanat. On est dans un système qui va pousser les gens qui veulent faire des choses à les faire. C'est différent, tu vois. Ou qui va pousser les gens qui veulent s'en sortir à s'en sortir en Suisse. En tout cas, c'est ma perception de la chose. Alors que, par exemple, en France, pour moi, on est vraiment dans un système de feignasse assistée, et ça continuera comme ça. Et même s'il y a des gens qui peuvent détester mon discours et c'est un discours clivant, c'est brut, désolé, c'est ma perception, je ne manque pas de respect à qui que ce soit en disant ça, c'est juste que pour moi, qui suis parti de tout en bas, qui voit au quotidien des gens partis de tout en bas, qui aujourd'hui monte marche après marche les échelons, et encore une fois, je ne suis rien ni personne pour donner des leçons, et je dis ça en toute humilité, j'ai encore beaucoup de choses à prouver, clairement, mais j'ai réussi à aider beaucoup de gens et j'ai réussi à me construire une certaine indépendance qui fait que je suis serein et tranquille aujourd'hui. Mais tu vois, c'est choquant et ça crée un climat même de danger. J'avais une interview aujourd'hui, on parlait de la sécurité ici à Dubaï. Moi, je vais en France, je suis pas serein. Donc imagine si tu es une femme, que tu es mignonne, que tu es une femme, tu es mignonne, tu as de l'argent, mais tu vas en France, mais tu te fais dépouiller, 2, tu te fais violer, 3, tu te fais tabasser. Ça, c'est la réalité du truc, quoi. Limite, c'est l'image que j'en ai et c'est même pas qu'une image, c'est des trucs qu'on peut voir ou entendre. Alors, attention, toute proportion gardée, je ne fais pas de cette situation une généralité, ce sont des cas isolés, mais ce sont des cas qui ne devraient même pas exister. Ça ne devrait pas exister. Tu vois, Dubaï, aujourd'hui, tu laisses ton téléphone, on peut laisser là notre téléphone comme ça pendant une semaine. La seule chose qui sera passée, c'est que peut-être que l'opérateur l'aura placé sur le bureau là-bas, un peu de poussière, en sécurité, et même quelqu'un sera venu effectivement pour le nettoyer, mais c'est tout, tu vois. Et on pourrait prendre cet exemple avec le téléphone, avec un ordinateur, avec une liasse de billets de 100 000 euros, aucun problème. Ce sont des situations que j'ai vues ici clairement, tu vois. Et ouais, c'est dommage. C'est dommage. Je suis parti un peu dans tous les sens sur cette réponse, mais ça me tenait à cœur. Merci pour ton partage en tout cas. J'avais une question à te poser au niveau de la gestion de ton temps. Tu as lancé un mouvement, tu es rentré au capital de certaines entreprises, tu as managé des gens en même temps. Tu dis parfois que tu travailles 10, 12, 13, 15, 16 heures par jour. Donc la question qui me vient quand j'entends ça, c'est comment est-ce que tu arrives à gérer ton temps et comment est-ce que tu arrives surtout à rester productif sur des périodes de travail qui sont quand même assez importantes? Ouais. Déjà, mon hygiène de vie répond à la dernière des questions. C'est-à-dire que moi, je ne bois quasiment pas d'alcool, voire jamais. Je ne consomme pas de substances illicites. Je calcule toutes mes macros. Je calcule mes calories. Je dors à des heures fixes. Je sais combien de temps je dois dormir par jour. Je sais qu'est-ce que je dois manger quand je dois le manger pour me sentir bien au niveau de ma digestion et mon énergie au global. Je m'entraîne 5 fois par semaine avec un coach à la salle avec des entraînements spécifiques. Je fais en parallèle 2 à 3 autres sessions en parallèle. Il y a du cardio, donc ça peut être du sport collectif ou du cardio de base. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'ai vraiment une énergie, j'ai de l'énergie à revendre. Durant toute ma vie, j'ai quand même été actif, fait du sport, même quand, sauf quand j'avais ma période où je jouais 18 heures par jour aux jeux vidéo pendant plusieurs années. Là, pas trop, mais même, j'avais de l'énergie quand même à revendre.
L'armée aussi m'a beaucoup appris sur la discipline, l'organisation, le dépassement de soi et le fait de ne pas dormir ou peu dormir. Donc voilà, déjà c'est l'hygiène de vie. C'est capital, tu vois. Va pas essayer d'optimiser ton business jusqu'au dernier machin si tu sais même pas t'optimiser toi-même. Tu vois, c'est la base. Tu vois, la plupart des gens n'optimisent pas leur sommeil alors qu'ils passent un tiers de leur vie à dormir. Notre tiers de leur vie, c'est eux, c'est dans leur corps. Notre asset le plus précieux, c'est notre corps, hein. Si tu es malade, tu peux plus rien faire. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'organisation. C'est-à-dire que moi, voilà, je sais que je me lève tous les jours entre 6h30 et 7h, on va dire. En général, ça dépend. Des fois, c'est plus tôt. Des fois, c'est 5h, 5h30, mais naturellement, sans réveil, avec un réveil au plus tard à 7h15. Ensuite, j'ai mon petit déjeuner qui est protocolisé, 432 calories tous les jours, je sais exactement combien, voilà. 2 heures plus tard, je bois mon café, donc j'ai déjà commencé à travailler. 11h30, je vais à la salle de sport. Soit des fois, je pars à 11h, soit des fois, je pars à 11h30 parce que des fois, mon coach vient à mon domicile, j'ai une salle de sport à domicile, soit je vais dans une salle de sport, bref, selon le type d'entraînement. 12h30, je sais que je suis rentré. 13h, je sais que j'ai mangé. 13h, je sais que j'ai mangé et douché et je peux démarrer ma journée, mes rendez-vous. Soit c'est 13h30 selon les phases de travail. De 13h30 jusqu'à 19h, je vais faire beaucoup de choses, beaucoup de tâches, des tâches différentes que celles que j'ai fait entre 7h30 et 11h30. Et après, du coup 19h, je vais manger. J'ai une demi-heure en général pour manger. Et là, soit je vais aller faire d'autres activités, ou soit je vais continuer à travailler jusqu'à, on va dire, 21h30, 22h. Ensuite, je vais passer un peu de temps avec ma compagne. Et ensuite, du coup, vers 23h30, minuit, voire minuit et demi maximum, je vais dormir. Et on recommence tous les jours, 6 jours par semaine. Et parfois, le 7e jour, le dimanche, je me permets notamment de faire la grasse mat, donc c'est-à-dire me réveiller à 7h30 ou 8h. J'arrive pas plus en fait. Moi, franchement, j'ai un respect énorme pour les gens qui dorment. Franchement, j'ai jamais réussi, tu vois, j'arrive pas. Vraiment, j'aimerais bien des fois me dire, parce que j'adore dormir, hein, c'est un comble, hein, mais j'arrive pas. Et du coup, c'est pas que genre j'arrive pas, hein, quand je vais au lit le soir, je dors instantanément. Je me couche, je dors. Mais par contre, me réveiller le matin, une fois que je suis réveillé, je suis réveillé. Et du coup, voilà, le dimanche, c'est un peu plus chill. Tu vois, c'est les journées où je vais aller voir des amis, je vais faire un brunch. Ce dimanche, par exemple, je fais un brunch entrepreneur, on est une vingtaine. Voilà, on se voit, c'est cool. Après, on va faire du sport. Après, je vais aller, je sais pas, chez mon tailleur, faire du shopping pour les cadeaux d'anniversaire des amis du mois. Donc voilà, passer du temps avec ma copine. Toutes ces choses, quoi. Mais ouais, sinon la semaine, c'est militaire. Ok. Alec, j'aimerais bien clôturer cette interview avec des questions qui sont un petit peu plus originales, un petit peu plus personnelles. Est-ce que c'est ok pour toi ? Bien sûr. Alors, la première question que j'aimerais te poser, c'est tu ferais quel business si demain Internet disparaissait ? Ah, ça c'est cool. Internet disparaît, quel business je fais ? Je vendrais des biens immobiliers. Ok. Ouais. Pourquoi ? Parce que tout le monde a besoin d'un toit. C'est extrêmement rentable. Tu rends service. Si tu le fais bien, tu fais gagner de l'argent aussi à tes clients. Tout le monde y gagne. Tu es en relation constante et permanente avec des individus. J'adore ça. Tu as des effets de levier, parce qu'après, tu peux monter tes équipes, des agents, etc., déployés. Le modèle, il est le même dans n'importe quel pays. Donc, tu peux après répliquer ce modèle ou te déplacer, comme le font d'ailleurs certaines grosses agences, hein, certains gros noms. Tu peux aussi créer un modèle de franchise. Plein l'ont fait. Donc ouais, tu peux même créer un modèle de MLM. Un très bon ami qui d'ailleurs contribue à mon prochain bouquin l'a fait. Donc ouais, tu vois, c'est ça que je ferais. Ok. En parlant de ton prochain bouquin, justement, tu as été l'auteur d'un best-seller pendant quelques heures sur Amazon. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire un livre ? Qu'est-ce qui te donne justement envie, là, après l'avoir fait une première fois, d'en réécrire un deuxième ? Ouais. Un best-seller, c'est pas juste quelques heures sur Amazon. Un best-seller, tu as le titre à partir de 10 000 ventes. Okay. On a fait 15 000 ventes en l'espace de 4-5 jours. Donc effectivement, on n'a pas pu être numéro 1 Amazon France, toute catégorie, à cause de Astérix et Cléopâtre qui sortaient leur BD en même temps. Depuis ce jour, je n'ai plus vu un seul film d'Astérix parce que j'ai une haine envers ces Gaulois. Non, je plaisante, j'adore Astérix Obélix. Et du coup, mais j'ai pas vu le film, c'est vrai. Tu vois, j'aurais dû leur dernier film là, qui avait l'air super sympa. Où il y avait McFly et Carlito, deux créateurs de contenu que j'adore. Donc tu vois, des fois j'ai le temps aussi au divertissement. Et malgré ces apparences de machines
sans cœur que je retranscris. Non, plus sérieusement, pourquoi ? Parce que tu vois, je voulais faire une réédition parce que je l'ai sorti en 2019 et on est en 2023 maintenant, mais au final j'ai changé avec la maison d'édition avec laquelle j'ai signé et il fallait tout réécrire de zéro parce que j'ai trop changé, mon niveau de maturité aussi, le marché aussi, le business aussi, ça nous plaisait pas. Donc plutôt que d'ajuster et de pas être fier de ce qu'on allait faire, je dis ok, on repousse de 4-5 mois et on repart d'une feuille blanche. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, le premier livre s'appelait Business. Le deuxième s'appellera Les nouveaux entrepreneurs. Okay. On a plusieurs personnes qui participent, même Oussama Hamar, par exemple, qui fait la préface, notamment. Et en tout, 19 autres entrepreneurs qui sont tous des nouveaux entrepreneurs. Pas que du business en ligne, d'ailleurs, des business physiques, des jeunes, des moins jeunes, des business qui ont plus de 20 ans pour certains d'entre eux, même plus, et qui utilisent justement et qui ont su faire cette transition et qui expliquent comment le mettre en place. Ça représente à peu près 15% du livre, les contributions des participants. Et puis, tu as une partie sur mon parcours, qui sont à peu près 30% du livre, des choses que j'ai jamais dit ailleurs que dans ce bouquin et qui expliquent beaucoup de choses sur ma croissance et des réussites comme des échecs. Et 60%, on va dire, des conseils vraiment très pragmatiques. Je l'ai réécrit aussi pour des personnes comme Léa, par exemple. Léa qui n'a acheté aucun de nos produits, qui a juste un jour, grâce à un concours dans une de mes conférences, gagné mon premier bouquin. Elle était alitée pendant 3 mois suite à un accident, la jambe en plâtre. Elle avait acheté plein de formations auparavant, mais jamais réussi à vraiment avoir des résultats. Je lui ai envoyé le livre par la poste. Et le livre, en fait, c'est pas juste un bouquin, c'est un bouquin dans lequel il y a énormément d'exercices pour créer ton business à la fin. Pareil dans la nouvelle édition, mais de manière beaucoup plus poussée. Tu vois, par exemple, on parle d'IA, de choses comme ça et autres. Résultat, Léa n'avait jamais réussi à vraiment développer un business. Quelques semaines après avoir lu le livre et appliqué le livre, elle avait ses premiers résultats. Elle a monté un business qui, la première année, lui a fait à peu près 200 000 euros de chiffre d'affaires, puis 500 000 euros de chiffre d'affaires, et là, elle va taper le million. Elle fait partie des 19 entrepreneurs qui contribuent aussi au bouquin et qui expliquent justement son parcours et comment elle a fait. Et c'est pour ça que je me permets d'en parler. Et c'est pour des personnes comme elle, donc je parle d'elle isolée, mais ils sont des centaines à m'avoir fait des témoignages de ce type-là, que j'ai décidé de refaire un livre parce que tout comme je te disais avant, quand tu as une compétence et que tu as cette chance, tu as conscience de cette chance, tu as envie de la repartager, bah le livre pour moi c'était l'opportunité parce que c'est un livre qu'on va vendre, je ne sais pas combien il va être vendu, mais quelque chose comme 20 €, tu vois, 25 € dans les librairies, sur Amazon et autres. Donc personne aujourd'hui qui veut vraiment ne peut dire j'ai pas 20-25 € à investir dans un bouquin qui va m'offrir un plan d'action et qui va me permettre de créer un business et peut-être changer ma vie. Donc c'est pour ça que j'ai réécrit un nouveau bouquin. Ok, top. J'aime bien dire que ce qui compte dans la vie, c'est pas ce qui se passe, mais c'est comment tu l'utilises. J'avais entendu cette phrase dans un embouteillage où il y a 1000 personnes, il y a 1000 réactions différentes, donc ça montre bien que c'est pas l'événement qui compte, mais c'est plutôt comment est-ce que toi tu l'interprètes. Tu parles souvent de ce moment de ta vie où tu reçois ce fameux message de ton grand-père qui t'annonce que ton père est mort ce jour. Tu dis que pour toi, ça a été le déclic. En quoi ça a été un déclic pour toi ? Et comment est-ce que tu es parvenu à l'utiliser justement à ton avantage ? Ouais, ça a été un déclic sur plusieurs aspects. Le premier, c'est que faut savoir que je reçois ce message, j'aime pas ma vie à ce moment-là, j'aime pas mon quotidien, j'aime pas ce que je fais, et je reçois ce message, j'apprends dans ce message que ça fait 2 semaines qu'il est déjà dans le coma. Mon père a refait sa vie à plusieurs fois, j'ai une demi-sœur, mais ma demi-sœur avait 2 ans, donc elle n'était pas forcément en conscience, mais moi j'ai toujours été son fils unique, j'étais son fils unique, etc. etc. Donc il avait une petite famille, tu vois, une sœur, 2 parents encore en vie, moi et ma demi-sœur. J'ai même pas été prévenu, tu vois, qu'il avait fait un accident, qu'il était dans le coma depuis 2 semaines, qu'il était entre la vie et la mort depuis 2 semaines, qu'il y avait des opérations qui fait que soit ça passe, soit c'est fini. Et j'apprends ça, tu vois. Et là, je me dis, mais pourquoi je suis pas au courant ? Pourquoi personne n'a daigné me dire et là, j'en ai voulu vraiment à mes grands-parents, tu vois, qui ont su dès le premier jour que c'est eux qui l'ont trouvé au sol dans son appartement avant de l'hospitaliser, puis il était dans le coma pendant 2 semaines. Et ils m'ont jamais prévenu, tu vois. Et là, je me suis dit, mais pourquoi ? On pensait que tu étais trop occupé avec ton travail. Et là, déclic. Tu vois, je déteste ma vie, je déteste mon taf, j'aime pas ce que je fais, je suis à l'usine, ça n'a aucun sens. Attention, c'est pas dégradant, il n'y a pas de saut métier, mais
ça n'avait pas de valeur ajoutée pour moi. Je me voyais pas évoluer dans ça toute ma vie. Ça me stimulait pas tous les matins. Je me disais, est-ce que c'est ce matin ou pas que tu as les couilles de te jeter sous ce train, etc. Et là, il y a ça, la cerise sur le gâteau, tu vois. Ça fait déborder le vase. Premier déclic. Deuxième déclic, j'ai aucune émotion. Je pleure pas. Je me dis pas merde alors. Tu vois, je prends l'information. Je digère l'information. Je me dis ok. Et pendant ce temps-là que j'appelais mon grand-père, après avoir vu ce message en enlevant mon mode avion pendant ma pause déj, j'avais ma gamelle qui chauffait au micro-ondes. Et voilà, je raccroche, je retourne, je prends ma gamelle. Je me souviens vraiment, je prends ma gamelle comme ça, je me mets au fond du truc. Je commence à manger. Et là, on me dit ça va, puis tu vois, t'es quand même pas joyeux, tu vois, donc ça va. Je dis ouais, je viens de recevoir un appel. Mon père est mort ce matin. Et là, du coup, tu sais, t'as le froid, tu vois. Mon père est mort ce matin. T'as le froid, ils sont dépités et vraiment, j'en vois, ils sont vraiment pas bien, tu vois. Ils sont vraiment moins bien que moi. J'ai cru que c'était leur père qui était mort, tu vois. Et tous me disent non, mais rentre chez toi, machin. Donc, effectivement, je suis rentré chez moi et ils m'ont donné congé, tu vois. Je suis retourné le lendemain. Mais je sais que c'est pas forcément normal et ça peut paraître bizarre pour la plupart des gens de ne pas avoir d'émotion face à une telle situation, une telle remarque. Et c'est pas que ça me fait pas mal au cœur, au contraire, mon père, je l'aimais comme un père, même si je le voyais très peu, même s'il a fait des choix qui étaient compliqués, et je peux comprendre sa situation à un moment qui fait que je l'ai pas beaucoup vu dans ma vie. Il n'a pas non plus été là pour soutenir ma mère, pour m'éduquer, que ce soit financièrement, personnellement ou autre, mais ça reste mon père, tu vois. Et il serait bien mieux ici à mes côtés sur Terre que là où il est sous Terre. Mais c'était pas donc normal d'avoir cette situation, donc deuxième déclic, pourquoi j'ai pas d'émotion? Et là, je me rends compte vraiment qu'en fait, j'ai pas d'émotion pour grand chose. Tu vois, ma vie n'avait pas de saveur, ma vie n'avait pas de goût. Donc, je m'en foutais de tout. J'avais pas forcément d'amis, j'étais pas en couple, j'avais pas d'envie de relation, j'avais pas de but, d'objectif, rien. Tu vois, j'étais une sorte de robot zombie. Deuxième déclic. Troisième déclic, et ça, c'est le plus triste. Et c'est pourquoi je lutte et c'est pourquoi aussi je suis peut-être fort et clivant dans certains de mes propos dans cet échange, c'est que je me suis rendu compte que c'était pas que ma réalité. Il y a beaucoup trop de gens aujourd'hui, en 2023, mais c'était en 2015, 2014 quand je me rends compte de ça, tu vois, qui sont exactement dans cette même situation, qui vivent pour vivre, qui savent pas pourquoi, qui n'ont pas de but, tu as des gens qui vont... c'est horrible ce que je vais dire, mais tu vois, qui vont prendre un job qu'ils vont pas l'aimer, ils vont se dire c'est comme ça, qui vont se marier à une femme, qui vont coucher avec la même femme pendant 50 ans, qui vont pas l'aimer, qui vont pas, voilà, ils vont prendre le truc comme argent comptant. Puis après, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, t'en as un qui va craquer, t'en as qui vont devenir fous, ils vont s'entretuer, ils vont se tromper. C'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. La vie, elle est trop belle. Faites en sorte de kiffer tout ce que vous faites. Aimez votre métier à en crever. Aimez vos amis, vos proches à en crever. Aimez votre femme, aimez votre mari, aimez vos enfants à en crever, tu vois. Et si c'est pas le cas, ayez le courage de vous sortir les doigts et de vous remettre en question. Et si t'as pas les couilles de prendre les décisions qui font mal pour justement avoir derrière une vie qui t'inspire et une vie que tu kiffes, je peux plus rien pour toi, toi qui écoutes cette vidéo, je peux plus rien pour toi. Et c'est ça en fait pour moi le plus triste. Donc c'était 3 déclics au travers de cette situation. Ouais. Ok, merci beaucoup pour ce partage. Quand tu m'avais invité à ta résidence à Dubaï, on avait eu l'occasion de parler de motivation, détermination au travers du sport, Ouais. mais aussi de persévérance. Comment est-ce que tu arrives à distinguer aujourd'hui dans ton quotidien la persévérance à l'entêtement? Ouais, c'est une bonne question. Merci d'ailleurs pour la tenue de sport. Hein. Je la mets régulièrement. Je la mets régulièrement. Et du coup, comment tu distingues? C'est surtout une question de perception. C'est très personnel, c'est logique, c'est propre à chaque situation. Mais à un moment donné, quand tu vois que ça marche pas, que ça fait 3 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans, que même d'un point de vue logique, ton modèle économique il est pas rentable, que personne autour de toi a réussi à mettre ça en place, que tout le monde te le dit, que toi-même tu commences à te le dire et que tu mets en place les actions pour. Tu vois, c'est sûr que ça marche pas, mais que tu mets pas en place l'intensité, les actions pour, voilà, remets-toi en question à un moment donné, tu vois, et puis pivote. Mais c'est vrai que
c'est impossible de donner une réponse universelle à cette question, c'est au cas par cas. Ok. Et enfin, pour terminer, la dernière question, c'est quel est le petit changement que tu as fait dans ton business qui t'a apporté beaucoup de résultats? Moi, je ne sais pas forcément répondre à cette question parce qu'il y a tellement de choses à répondre. C'est un changement des fois dont je parle souvent, tu sais, c'est la délégation. C'est la délégation. Moi, au début, je voulais pas déléguer. Tu sais, cette phrase, tu n'es jamais mieux servi que par toi-même. Cette phrase, je l'ai dit au moins 2000 fois, tu vois. Non, personne ne fera aussi bien les choses que moi. Moi, à la base, je faisais tout. Je faisais les funnels, je faisais les machins. Purée, mais le jour où j'ai délégué, et un jour, on m'a dit une phrase, c'est préférable d'accepter le 80% de 100 000 en termes de résultats et en termes d'impact que le 100% de rien du tout ou de 1000, tu vois. Et cette personne avait tout à fait raison. Tu vois, fait est mieux que parfait, on ne peut pas avoir le contrôle sur tout. Et ça, c'est la réalité. Et aujourd'hui, clairement, la délégation, c'est une petite action, c'est une décision qui m'a donné tous mes résultats quasiment. 100% de mes résultats, aujourd'hui, je ne les aurais pas sans la délégation. Tu vois, parce que les équipes qui ont été mises en place, parce que les actions qui ont été mises en place, parce que le fait que mon temps se démultiplie. Donc c'est vraiment ça. C'est le premier point. Si je devrais en trouver un autre, peut-être un peu plus factuel, ouais, c'est le fait d'augmenter ses prix. C'est le fait de se positionner haut de gamme. C'est le fait d'oser en fait. Parce que quand tu es à des prix hauts, mais que tu as une valeur que tu apportes aussi élevée, on discute pas avec toi, tu vois. On discute pas, on négocie pas. Toi, moi, quand je dis un prix à quelqu'un, c'est 30 000 €, c'est 30 000 €. Toi, c'est un tel prix que tu vas pas dire 28. Donc c'est 30 000 € parce que c'est comme ça. Et donc c'est un exemple. Hein. Je pense à un client en particulier là pour te dire ce chiffre, mais voilà. Et ça fait une grosse différence parce que tout de suite tu es au-dessus. Et tu as un tri sélectif qui est clair. Je peux me le payer ou pas. Je suis prêt à me le payer ou pas. Je vois un vrai ROI potentiel ou pas. Donc les gens qui viennent à moi pour du coaching avec moi, du consulting avec moi, ils savent que ça va te coûter entre 9 000 et 6 chiffres. Selon ce qu'on va faire ensemble, selon le temps qu'on va travailler ensemble, selon l'argent qu'on va générer ensemble. Ils savent. Donc il n'y a plus besoin de le qualifier, il n'y a plus besoin de machin. Ils savent que c'est comme ça. Et ils savent derrière que 100% de mes clients, s'ils me recommandent, s'ils continuent, si limite ils me donnent des parts de leur boîte pour que j'arrête pas de les accompagner parce que je suis sélectif sur les gens que j'accompagne, bah, ils ont des résultats, tu vois. Donc naturellement, c'est tous ces éléments qui font que ça a fait une grosse différence. Augmentez vos prix et vous augmenterez la qualité de vos clients. Magnifique. Alec, merci pour ce partage. Merci pour la qualité de ces échanges. Merci à toi. Pour celles et ceux qui nous découvrent, si vous avez apprécié la qualité de ces échanges, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires, à vous abonner, lâcher un petit pouce bleu et activer la petite cloche. Merci Alec. Merci à toi et merci pour la pertinence de ces questions. C'est assez rare pour être souligné et en plus à un niveau effectivement assez avancé. Donc c'était un plaisir de faire cet épisode avec toi. Merci. Merci Alec.